Bonjour tout le monde et bonjour à tous au nouveau pour du coup notre 5e live à propos de la série. Dans le 5e live, le 4e à propos de la série. Désolé pour le retard, petit problème technique. Du coup aujourd'hui on est avec Corondar en haut à droite et Chris en bas. Coucou. Donc l'objectif aujourd'hui, parler de l'épisode qui a fait tant parler, celui des Noces pourpres. Je rappelle juste, tant que j'y pense, et vous avez le résultat des votes du sondage en bas à gauche. Il est toujours temps d'aller voter, on remettra le lien dans le chat tout à l'heure. Je regarde en même temps le live. Du coup, avant de commencer, en attendant un petit peu le retardataire, peut-être qu'on peut parler un peu du réalisateur. Chris avait un mot à dire. Ouais, cet épisode-là qui s'intitule Les pluies de Castamere et qui, je me souviens, l'annonce des titres des épisodes disait au lecteur: ah, il va se passer ça dans cet épisode. Ah, on a perdu Corondar, non? Ou c'est juste un effet? Non, on a perdu Corondar. Voilà, oui. Désolé. Voilà, donc du coup c'est un épisode qui a fait un peu date parce qu'il marque un peu pas le point de rupture de la série, mais en tout cas la confirmation de ce qu'elle est. Les gens avaient été choqués par la mort de Ned Stark, même en tant que lecteur, je pense qu'on confirmera, mais t'espères que Robb va réussir quand même à venger cette mort pendant tout un long moment des livres, et finalement ça n'arrive pas, ça se termine sur cet épisode, manière de parler, pas de série télé, mais en tout cas dans le narrativement qui est les Noces pourpres. Et donc il fallait confier ça à quelqu'un d'assez costaud. Il se trouve qu'ils vont confier ça à un réalisateur historique de HBO qui est David Nutter, qui va avoir fait des choses pour... comme on en parlait d'Alan Taylor la dernière fois, notamment toi, Corondar, je crois, qui était sur l'épisode d'Alan Taylor, qui était l'épisode 9 de la saison 1. C'est un réalisateur qui a fait Les Sopranos, qui a fait du Boardwalk Empire, qui a fait pas mal d'épisodes de séries, donc qui a l'habitude. C'est un réalisateur qu'on peut voir travailler dans le documentaire sur la saison 8 qui s'appelle The Last Watch, où on le voit travailler à l'ancienne avec vraiment méthode papier. Lui, il imprime ses séquences, il les colle sur la pièce de bureau qu'il a et tout ça, donc pas du tout next-gen, on va dire, comme réal. Et c'est quelqu'un qui va arriver dès la saison 2 du Trône de Fer dans l'équipe, et qui va rester assez longtemps, puisqu'on lui doit, du coup, notamment quelques épisodes un peu de transition en saison 2, les pluies de Castamere et l'épisode suivant, Missa, qui vont être le diptyque de fin de la saison 3. En saison 4, on n'aura pas l'occasion de le voir, mais en saison 5, il va aussi diriger le diptyque de fin. Qui est du coup La Danse des Dragons et La Miséricorde de la Mer, qui sont le final de la saison. Et saison 7, on va pas forcément le voir, mais en saison 8, il va revenir pour diriger tous les épisodes intermédiaires, c'est-à-dire les épisodes qui n'incluent pas des batailles. On va l'avoir sur les épisodes 1 et 2 et sur l'épisode 3. Donc, on peut dire que c'est un réalisateur d'ambiance plutôt très compétent, globalement, et qui, en tout cas, fait toujours des petits choix narratifs. On va avoir des petits choix de mise en scène, pardon, qu'on va avoir l'occasion de discuter pendant l'épisode, parce que c'est un peu son truc le plus poussé, on va dire, en termes de mise en scène, que les Noces pourpres, quoi. En tout cas, sur la dernière saison, c'est clairement à lui qu'on doit les meilleurs épisodes de la dernière saison. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Les deux premiers qui étaient nettement mieux que les suivants, j'ai trouvé. Mais du coup, c'est vrai qu'il lui file pas les batailles, ce qui est peut-être justement un indice de son style de réalisation aussi. Moi, je voulais juste revenir sur l'épisode, sur l'aspect un peu plus, on va dire, culte au niveau de la pop culture. Je crois qu'on se souvient tous de avec qui on l'a vu, quand on l'a vu et comment ont réagi les gens qui l'ont vu avec nous. On se souvient que suite à cet épisode, on a vu beaucoup de vidéos fleurir sur YouTube de gens, lecteurs des livres un peu sadiques, qui avaient enregistré les réactions de leur famille, de leurs amis. C'est devenu un lieu commun. On continue d'ailleurs à les regarder pour ceux qui veulent se remémorer tout ça. Et puis, c'est vrai que du coup, sur cet épisode-là, on avait vraiment une distanciation entre les gens qui avaient vu l'épisode et ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Et les gens qui avaient lu les livres et ceux qui l'avaient pas lu aussi, notamment. C'est ça. Et c'est vrai que suite à cet épisode-là, je pense c'est vraiment sur cet épisode-là qu'on lance
la hype Game of Thrones, avec voilà, on bascule vraiment je pense dans la série 2.0, entre ceux qui ont vu les épisodes, ceux qui les ont pas encore vus, ceux qui ont peur de se faire spoiler, ceux qui se sont fait spoiler, ceux qui ne sont pas fait spoiler. Je pense qu'au niveau comparatif, alors bon, c'est un milieu un peu ancien, ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde, mais je pense qu'on n'est pas loin de un peu l'épisode de Dallas où Gillard se faisait tirer dessus, ça se terminait là-dessus. Bon, sauf qu'à l'époque Internet n'existait pas, donc on n'avait pas pu avoir le même retour qu'on a eu sur Game of Thrones. Mais je pense qu'au niveau impact pop culture sur les Nospo, qu'on est un peu dans cet état d'esprit-là, je pense, sur l'impact que ça a auprès des spectateurs de la série. Et puis cette saison 3 de Game of Thrones, elle est écrite principalement dans l'attente de ça. On sait aujourd'hui, il y a un peu de sources sûres que c'est l'événement, les Noces pourpres, qui ont fait se dire à Benioff et Weiss, si on arrive à avoir encore des gens spectateurs de la série après cet épisode-là, on aura gagné, le pari sera rempli, on pourra continuer à faire Game of Thrones, quoi. Et du coup, je viens de me perdre dans ma propre réflexion. Mais du coup, tous les arcs narratifs de la saison 3 sont un peu en demi-teinte. On est vraiment dans l'attente de ce moment-là qui va arriver, et tout converge un peu mollement dans cette saison 3. C'est ce qu'on disait en préparant l'émission. Corondar te confirme, et Zor peut-être aussi, le fait que c'était une saison un peu molle, un peu entre deux. S'il n'y avait pas les Noces pourpres, ce serait un peu mou, quoi. C'est vrai que le rythme est un peu plus calme par rapport à la saison 2. Je me souviens que mes amis m'avaient fait cette réflexion-là tout au long de la saison 3 en disant qu'ils trouvaient que la série perdait un peu de son intérêt et de son rythme. Et c'est vrai que du coup, comme moi je savais qu'il allait y avoir les Noces pourpres à la fin de la saison, j'avais mon petit sourire un peu narquois quand il me disait ça. Mais c'est vrai qu'en effet, oui, on sent que toute cette saison-là est construite en fait pour amener à cet événement-là, qui doit surprendre et en quelque sorte réveiller le spectateur. En fait. C'est un peu le début des moments marquants dans les épisodes 9, où il faut absolument rajouter des moments marquants absolument dans l'épisode 9 et pas avant. Et on fait un peu délayer toute l'histoire pour en arriver là. C'est peut-être aussi pour ça que toute l'histoire Cœur de Pierre est passée à la trappe, parce qu'il n'y avait plus de temps derrière. Ouais, et puis on est quand même dans l'adaptation. C'est la première fois du coup, parce que Game of Thrones avait fait le choix d'adapter un bouquin, une saison jusque-là, et pour la première fois on va être sur 2 saisons pour un livre, donc Storm of Sword. Et quand on prend le bouquin, les Noces pourpres arrivent entre la moitié et les 2/3 du bouquin, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que derrière il y a tout un enchaînement. En fait, tout est un peu lent même dans le livre au démarrage, mais parce que ça amène à tout un enchaînement de conséquences, et en fait tu l'as pas dans la saison 3, il faudra attendre la saison 4 avec la mort de Geoffrey, la bataille pour Château Noir, tu vois, des gros trucs qui vont, le procès de Tyrion, le duel entre la montagne et Oberyn, tout ça va arriver après en fait, mais les Noces pourpres fait office de point de bascule. Et effectivement, ça arrive un peu tard, parce qu'il y a une mise en place dans ce roman-là de tous les enjeux pour que justement ce point culminant puisse avoir un impact émotionnel aussi. Et du coup, d'un point de vue des arcs de la saison, on a quelques petites choses qui diffèrent un peu des romans. Globalement, on est à peu près sur la même chose, mais on a par exemple l'apparition de Théon qui va revenir, qui est vraiment quelque chose de typiquement série, c'est-à-dire qu'on peut pas ne pas payer un acteur pendant une saison, donc Théon va avoir droit à ces scènes de torture tout au long de la saison, qui par exemple vont donner l'impression que c'est un peu mollasson et que ça n'avance pas trop, parce que en fait, lui, sa situation de toute la saison, même la saison suivante, vont pas trop évoluer en fait, ça torturer. Théon stagne beaucoup. Après, c'est pareil, sur son arc à lui, c'est un peu compliqué parce que on peut pas jouer sur l'identité cachée de Schling, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Sinon, un acteur qui a forcément son visage, donc forcément, on peut pas te faire en fait, c'était le fils de Lord Bolton, donc c'est un peu compliqué. On sent qu'en effet, il est un peu dans un entre-deux, Théon, en attendant la suite, quoi. Et puis on a, il y a quelques petites choses qui se passent avant. On va avoir Daenerys qui prend Astapor avec la première vraie scène de dragon quand même, le premier crachage de feu avec la scène de Dracarys quand même. On va avoir, mais elle c'est pareil, elle s'inscrit dans un schéma un peu redondant où elle va passer ville après ville, libérer des gens, et du coup le cheminement est peut-être un peu plus longuet, quoi. Le problème de Daenerys, c'est qu'elle commence à s'enfermer dans son schéma action. C'est vrai que
pendant ces saisons-là, Daenerys, c'est quasiment que de l'action, les dragons, les villes qui tombent, un peu plus de bataille, un peu plus de mercenaires qui travaillent pour elle. Donc c'est vrai qu'elle occupe une case plus action girl, qui du coup la rendait assez sympathique, parce que bon, comme en plus elle soutient la cause de la libération des esclaves, à ce moment-là, généralement, il y avait beaucoup de spectateurs aimaient beaucoup Daenerys, mais c'est vrai que du coup, on sait de son côté à elle, on n'a plus vraiment d'intrigue de cours, de palais, on est vraiment dans l'action 100%, je dirais, avec Daenerys sur ces saisons-là. Ouais, voilà. Et après, pour les autres, bah, du coup, l'histoire de Jon qui est au-delà du mur, qui repasse du côté du sud, etc., va avoir un petit peu d'avancée, mais va pas avancer autant que ce qu'on aurait aimé qu'elle avance. Il y a plein de petites choses comme ça. Dans les grosses différences, on est à peu près là. Il y a la fraternité sans bannière qui va apparaître dans cette saison-là. De manière plutôt agréable. Moi, j'ai un plutôt bon souvenir de ces séquences-là. Toute la rencontre avec Arya est pas mal. Ah, je vous ai pas entendu tous les deux. On a parlé en même temps, vas-y, Conrad. Je disais que moi, sur la fraternité sans bannière, en effet, je trouvais que c'était pas mal sur le démarrage. Je trouve que ça se gâte un peu après, mais bon, dans les saisons plus tard, là, je m'avance un peu. Je trouve que sur le démarrage, en effet, elle était bien traitée, la fraternité sans bannière. Je trouve qu'après, une fois qu'il la mélange avec Arya, elle recroise Arya et Sandre, notamment, là, j'étais déjà un peu... Ouais, là, c'est... de ce qu'ils en ont fait. Mais c'est vrai que sur le début, puis bah, c'est vrai que les personnages de la fraternité sans bannière ont une bonne tête, c'est des bons acteurs, donc on les trouve assez sympathiques, ce petit côté Robin des Bois. Et puis on a sur cet aspect-là, on commence à avoir un peu le capotage de Game of Thrones en termes de remplissage, je trouve. L'arc de Tyrion n'avance presque pas, alors qu'il était très important dans la saison précédente, donc on a déjà une espèce de pédalage dans la semoule avec lui, même s'il se marie à Sansa, il est plus très proactif, le Tyrion. Et sur la fraternité sans bannière, ce que tu disais, ils vont commencer à mettre Mélisandre qui apparaît pour récupérer Gendry, pour l'emmener à Père-Dragon, pour les sangsues, pour machin, pour truc. Père-Dragon, c'est chiant comme la pluie cette saison-là, faut le dire quand même. L'arc de Stannis, c'est quand même... C'est clair que pour le coup, l'arc de Stannis, c'est quand même pas très développé non plus. Heureusement que Davos apprend à lire, hein, parce que c'est pas grand-chose. Ça fait pas un épisode, quoi. C'est vrai que dans l'arc de Stannis, est très sacrifié. D'ailleurs, moi je trouve que ça part sur cette saison-là qu'ils arriveront jamais vraiment à récupérer complètement le personnage. Et puis, ça se sent. Moi, j'ai souvenir, c'est dans cette saison-là qu'il y a un épisode où on découvre que Célise conserve ses fœtus dans du formol, tu vois. Oui. T'es là. C'est celle qui ne sert à rien, qui n'a jamais été par la suite non plus, d'ailleurs. Oui, c'est ça, ça ne sert pas du tout, c'est juste du remplissage avec une scène choc pour me dire c'est vraiment creepy, Père-Dragon, quoi, tu vois. Moi, au départ, je m'étais dit qu'ils allaient peut-être nous faire une adaptation de Célise, un peu sorcière, mais en fait, non, même pas, c'est même pas vers ça qu'ils sont partis. Donc, c'est vrai que tout l'arc de Stannis, à ce moment-là, est un peu nébuleux. Il y a un capital antipathie qui s'installe d'office pour le spectateur. Je pense Stannis, effectivement, comme tu disais, on ne pourra jamais récupérer de la sympathie pour ce personnage, même en le faisant arriver pour sauver le mur en fin de saison 4. Ça ne marchera pas vraiment, quoi. Un peu ce qu'on dit dans le chat, c'est que en fait, D&D, les showrunners n'aimaient pas forcément Stannis. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas ce personnage et qu'ils ont tout fait pour le rendre antipathique, en fait, très rapidement. En tout cas, c'était pas leur intention, ils ont quand même réussi, ça c'est sûr. C'est pas vrai, c'était pas leur intention. Ils aimaient pas spécialement ce personnage, mais le vrai défaut, c'est qu'ils aiment beaucoup trop les Lannister, je pense, pour être... les Lannister ont vraiment des très beaux moments, des très beaux morceaux, très bien écrits souvent, avec un avantage en termes de jeu d'acteur, je trouve. Tu sens que Stannis n'a pas cet avantage-là, quoi, tu vois. Je pense que c'est ça qui a joué aussi, je sais pas trop en fait si c'est... les scénaristes qui aimaient bien les Lannister de base et qui donc du coup ont mieux servi les acteurs, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé les acteurs qui jouent les Lannister très bons et qu'ils se sont dit on va mieux les servir? Ça a peut-être marché dans les deux sens d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ça, c'est peut-être un truc qui s'est entraîné tout seul en fait. Après voilà, du coup tout ça converge vers cet épisode 9 des Pluies de Castamere, qui est un épisode pour moi du coup j'avais commenté l'épisode Blackwater la dernière fois, Corondar était sur le chat, mais du coup c'était moi qui étais sur le live avec Ezor, et Blackwater se concentrait sur Port-Réal. Là on a vraiment salut le chat. Vous allez l'avoir le chat internet, obligatoire.
Et là, on a un anti-Blackwater presque, c'est-à-dire que Port-Réal n'apparaîtra pas en termes d'arc scénaristique dans tout l'épisode pour servir les autres arcs. Et ça, c'est marrant parce que ça m'évoque un truc de Martin qui met une petite note au début de Storm of Swords, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a une petite note au début de Storm of Swords en disant toute l'action s'est concentrée sur Port-Réal à la fin du tome précédent. Oui, maintenant on va se concentrer. Et maintenant, on va reprendre l'intrigue là où elle s'arrêtait pour les autres. Donc, attendez-vous à ne pas voir Port-Réal avant quelques chapitres, quoi. Et du coup, ça fait un peu cet effet-là, je trouve, cet épisode-là. On va s'intéresser un peu aux autres histoires et on va laisser un peu ce marasme de capital quelque part. Des épisodes où on voit pas du tout Port-Réal, il doit pas y en avoir beaucoup, à mon avis, en plus, à part celui-ci. Le Château Noir, saison 4, mais... Ouais. Et la bataille de Winterfell en saison 8, je pense, mais c'est des épisodes de bataille, quoi. Oui, où le budget était utilisé ailleurs. Ouais, c'est ça. Fallait rentabiliser le budget, fallait que ça se voit à l'écran. C'est ça. Bon, et bah, est-ce qu'il n'y a pas de temps maintenant de commencer à... Bon, alors, est-ce qu'on est bien calé à passer sur l'épisode? La dernière fois. Je précise Moi, pour éviter le logo HBO, je vous le dis. Tout le monde est au logo HBO. Le logo HBO, je précise pour la dernière fois, le petit cafouillage, il n'y a pas de previously, on est sur une version normale, donc sans previously d'HBO. Si vous avez une version avec le résumé de l'épisode précédent, vous aurez un résumé. Par rapport à nous. Allez directement au logo HBO juste après le résumé. Voilà, on va pouvoir partir. Et on attend ton décompte vocal, du coup, et ça va. Je mets un petit compte à rebours et puis... À top. On va pas tarder. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Oh. Ce logo HBO, moi, c'est devenu symbolique. Je ne peux pas entendre ce logo sans avoir le... Ouais, c'est comme le mec par derrière, quoi. C'est comme la 20th Century. Ouais. C'est comme pour Star Wars, le logo de la 20th Century Fox. Ouais, c'est des visuels qui sont trop associés au son. Tu peux pas les avoir l'un sans l'autre. Et du coup, on commence avec ce joli petit générique qui nous emmène à Père-Dragon, pour commencer, après Port-Réal. Donc 2 lieux qu'on ne verra pas de l'épisode. C'est pour rappeler où c'est géographiquement. Non, mais on dira jamais assez à quel point le générique version carte servent vachement l'intrigue pour retrouver où sont les lieux. Il y a pas mal de séries qui se perdent sans carte, en fait. Je pense à Shadow and Bone, là, qui est sur Netflix en ce moment, et où pas mal de gens se perdent en fait entre savoir qui est à l'est. Bon, bref, on va pas parler de cette autre série, mais ce générique prend quand même un rôle important. J'étais en train d'essayer de trouver un point commun, mais à part qu'il y a un cerf qui meurt, je vois pas trop en fait. Mais on est quand même on est dans de l'heroic fantasy. Après, je sais pas, j'ai pas lu les livres qui paraît-il sont très bien aussi. Lisez-les, ils sont très bien. Voilà, ça sera mon moment. Après, moi, dans le générique de Game of Thrones, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était les anneaux qui sont censés entourer le globe terrestre, avec les animaux qui se font la guerre civile, les animaux qui attaquent le dragon et qui finissent par se prosterner devant le cerf. J'avais trouvé ça pas mal aussi. Et qui sont le résumé de la rébellion de Robert. Tous les animaux s'inclinent devant lui. Et les ordres, j'espère que tu coches le bingot pour le résumé de fin. Oui, bien sûr, attends, là, j'ai plus assez d'écran pour voir. Et donc on commence avec cet épisode écrit par Benioff et Weiss et donc réalisé par David Nutter. Épisode qui s'ouvre sur Castrabank. On notera d'ailleurs là aussi déjà une première différence entre la série et le bouquin, parce qu'à ce moment-là, dans les bouquins, Robb est plutôt en train de planifier la reconquête du Nord que d'aller envahir les terres de Lannister. Oui, et puis on a quelque chose de très... Alors moi j'aime beaucoup le côté... C'est cool d'avoir pris le temps de filmer ces espèces de pions sur les cartes, je trouve, qui sont vraiment... Ça rend vraiment justice aux accessoiristes. Mais c'est vrai que, par contre, je ne comprends pas que les gens ne se soient pas dit que Robb était en train de se planter tout du long dans la saison 3. Tout est vraiment amené pour te faire comprendre que sa fin logique, c'est les noces pourpres, en fait. Mais je trouve que c'est presque trop, tu vois. Il n'y a aucun moment où tu te dis qu'il peut gagner, tu vois. Même là, on essaie de te faire un espèce de faux espoir et ça ne marche pas vraiment. Il n'y a aucun sens d'attaquer Castrabank. Ceci dit, ça c'est un gimmick qui revient souvent dans la série. Le plan qu'on nous présente comme génial d'attaquer Castrabank, parce que c'est pareil, Daenerys va leur récupérer ce plan magnifique
sur l'avant-dernière saison, alors que ça n'a pas un grand intérêt stratégique à ce moment-là pour elle. C'est un peu pareil pour Rob, on ne voit pas bien ce qu'il aurait à gagner. Au-delà du symbole, mais bon, étant donné qu'il a perdu le Nord et Winterfell, aller récupérer Castral Rock. Il y a toute cette discussion avec sa mère là où il essaye de nous le rendre, comme disait Chris, de nous le rendre pseudo-intelligent son plan, en disant qu'il va couper aussi les ressources financières des Lannister. Ouais, mais je sais pas, ça marche pas bien. En fait, à chaque fois qu'ils essaient de faire un peu de la stratégie militaire, souvent tu te rends compte que c'est un peu le niveau zéro, quoi. C'est genre. C'est genre, ils ont jamais joué à risque, tu vois. Un truc un peu comme ça. Parce qu'au moins dans les romans, Rob analyse le fait que Stannis a perdu à Lanera, que du coup il peut plus monter sur le trône de fer. Du coup, par l'indépendance, il lui reste pas grand chose. Oui, on a vu passer un loup. On a vu passer un loup. Le screenshot est juste là pour rendre hommage à ce loup. À cette époque-là, on avait encore le droit à un petit budget du garou. C'était un plus un chien qu'un loup-garou. Avec une technique du coup qui consistait à ne pas. C'est pas des loups animés en synthèse, hein, c'est des loups filmés sur fond vert, réintégrés dans le. Enfin, des chiens loups du coup réintégrés sur l'image. Chien loup qu'on pouvait voir dans certaines conventions parfois d'ailleurs. Je sais pas si c'est encore en vie parce que ça fait quelques années maintenant. Le pain et le sel. Le pain et le sel, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont repris, qu'ils ont un peu oublié par la suite, mais c'est un détail dans les. Enfin, un détail. C'est mentionné dans les livres, ils l'ont repris assez visiblement à l'écran. C'est vrai que dans les bouquins, on t'en parle beaucoup. Donc et là, c'est pas très bien expliqué en fait. Non, c'est vrai que dans les bouquins, quand ils partagent le pain et sel avec Walder, tu te dis c'est bon, ça va bien se passer, ils ont partagé le pain et sel. C'est vrai que dans la série, te dis pas ça. Mais parce qu'on t'a montré qu'à chaque fois que le pain et le sel étaient partagés dans la série, ça se passait, enfin dans le bouquin, ça se passait bien, quoi. Il n'y avait pas de raison, ça se passait au-dessus en termes de règles. Par contre, comme quoi c'est les règles de l'hospitalité sont basées sur ça, etc. Là, c'est vaguement évoqué dans une autre scène avec Walder Frey la saison d'avant, je crois. Mais c'est tout en fait. C'est dit très vite et le spectateur s'en rappelle souvent pas. Mais voilà. Après, si vous avez jamais essayé chez vous, c'est une expérience. Je dirais que c'est une expérience pour l'avoir testé en jeu de rôle grandeur nature, trône de fer. Tu arrives chez quelqu'un, on te fait bouffer du pain et du sel alors que t'en peux plus de ta vie, là, c'est une expérience. D'accord. Sinon, tu vois, si on me propose du pain et du sel, j'aurais peut-être tendance psychologiquement à l'associer au Nospour. Du coup, je suis pas sûr de rester, tu vois. Peut-être que perso, je m'en irais, mais bon. Il y a deux remarques dans le chat qui sont intéressantes. C'est déjà que Walder Frey est très réussi, ça je suis d'accord. Il est insupportable, il est parfait dans ce rôle insupportable et prétentieux de Walder Frey. C'est vrai que ce film-là est génial. Il donne les noms de ses filles, de ses petites filles, il ne sait plus comment il s'appelle. Et ce qui est super avec, je trouve, c'est marrant parce que David Bradley fait partie de ce genre d'acteur que t'es très. Il a joué Rusard dans Harry Potter, là il arrive dans Game of Thrones pour faire vraiment le salopard de première. Et c'est cool de voir ces acteurs qui ont une carrière un peu sur le tard en fait faire des trucs qui deviennent aussi cultes en fait, tu vois, quelque part. Je trouve ça hyper chouette. Et je trouve ça d'autant mieux parce que d'après derrière, ils se retrouvent avec d'autres petits rôles à contre-emploi. Je pense à Broadchurch notamment, si vous n'avez pas encore vu cette série, qu'on va voir la saison 1 avec David Tennant et Olivia Colman. Et dans Broadchurch, il est un peu à contre-emploi justement de son rôle de Walder Frey et c'est assez chouette quoi. Enfin voilà, j'aime beaucoup David Bradley. On notera quand même que Rob arrive pas trop mal à ravaler sa fierté quand même. On sent que ça l'embête un peu, mais bon, il se mord les lèvres et ça va quoi. Je suis pas sûr que tous les rois dans sa situation auraient aussi bien. Il y a beaucoup à se faire pardonner. Mais alors, un détail là, qui m'interpelle, parce que je revois l'épisode, je l'ai revu pour préparer, mais je le revois, c'est qu'il porte son épée, Rob. Et je trouve ça assez curieux, en fait, comme choix de... Tu vois, si le mec, il est si humble que ça, il fait quand même le choix de porter une arme en allant voir le mec. Quoi, mais... Surtout qu'ils ont déjà partagé le pain et le sel à ce moment-là. Ouais. Mais ils sont tous armes, je crois que le Silure, derrière, a aussi son épée, je viens de voir. Ah d'accord, ok. Bah, alors du coup, je pensais que c'était juste lui. Ah oui, il y a un pommeau qui dépasse dans le fond, au fond, ouais. Et donc, grosse différence avec les romans aussi. Rob ramène sa reine pour les noces, alors que dans les bouquins, on la laisse vivre seule, en se disant que ce serait un affront Walder Frey de la ramener.
Et en effet, là, dans la série, Walder Frey souligne bien qu'il est moyennement ravi de l'avoir là, mais bon. Bah, tu vois, je trouve que ça participe. On aura l'occasion de reparler du cas Talissa Maegir un peu après l'épisode, puisqu'on s'était dit qu'on en parlera plutôt après. Mais je trouve que ça participe au problème Robb Stark mais attends, mais c'est évident que qu'il passe pour un goujat en faisant ça, tu vois un peu. Ah oui, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune raison objective qu'elle soit là. Elle n'est pas obligée d'être présente. Surtout qu'elle est enceinte, donc traverser la moitié du pays à cheval, bon, c'est peut-être pas la. Ouais, il y avait moyen de la laisser à vivre seule aussi. Une autre chose qu'on nous fait remarquer, c'est que c'est une scène où il y a quand même un roi qui est debout pendant que tous les autres sont assis, façon de montrer qu'ils n'ont rien à leur vouloir. On sait quand même que Robb a 2-3 trucs à se faire pardonner, donc bon, il est forcément en mode un peu conciliant, quoi. Là, il est plus que conciliant. Il n'est pas là pour être trop fier. Alors, c'est la même salle où on va avoir les noces pourpres plus tard, qui a été réaménagée pour des raisons de décor. Donc le trône va être enlevé, on va aller utiliser l'estrade au fond, mais c'est la même pièce et c'est marrant parce qu'elle me paraît beaucoup plus petite que la pièce qu'on aura pour les noces pourpres finalement. C'est pas faux. Après, c'est vrai qu'avec Amirod, t'as toujours des effets un peu bizarres au niveau de la taille des pièces. Parfois, c'est un peu compliqué de les expliquer. Alors là, on essaie de nous faire croire qu'il y a beaucoup d'immaculés. On en a mis 5. Ouais, c'est ça. Et on voit le Dario, encore un Dario blond aux yeux bleus. Tout à fait, Ed Skrein, de son petit nom, avant qu'il se fasse virer sur la saison prochaine. Comment tu dis qu'il s'appelle ? Ed Skrein. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit S-K-R-E-I-N, quelque chose comme ça. Parce que lui, c'est intéressant, parce qu'il va être viré pour des histoires de « je m'entends pas avec la production ». Ouais, il n'y avait pas eu une... Après, je m'avance peut-être, mais il n'y avait pas eu une soirée arrosée aussi, où il avait été arrêté par la police. Non, il n'y avait pas eu un truc comme ça. Enfin bref, il passait pour un acteur un peu difficile sur les tournages, quoi. Je pense que Philippe Noir présentait plus le Dario comme on l'imagine dans les livres, même s'il n'y a pas la barbe trifourche bleue. Il y a le côté arrogant et insupportable du personnage, c'est vrai. Pression de lui très haute. Ouais, je trouve qu'il colle mieux que le bot aîné de Ibérique de la suite, quoi, tu vois, mais... Michel Wiesmann, saison 4. Ouais, c'est ça. Non, mais même, tu vois, dans la manière dont c'est porté après, justement, par Michel Wiesmann dans la suite, ça a un côté... Ah oui, il est nettement... L'autre est quand même beaucoup plus coulant, quoi. Il offre des fleurs, il est gentil, quoi, tu vois, c'est... Il est beaucoup plus sympathique. Là, on sentait le mec super arrogant, super sûr de lui. Moi, ce qui me fait rire sur ces scènes-là, c'est Ian Glenn, qui est quand même très bon, parce qu'il joue bien la friendzone. On sent que son personnage rame. Je trouve ça pas mal fait. Pendant que Dario arrive et rafle un peu tout au premier regard. Et ce qui est, il y a une espèce d'unanimité quand même pour dire que le premier Dario avait l'air meilleur que le deuxième. Je trouve qu'il collait plus au personnage. Après, est-ce qu'il était est-ce qu'il est pas resté derrière ? Peut-être que c'était plus intéressant que ce soit l'autre, tu vois, mais dans les faits, voilà. Je pense qu'il est resté assez peu longtemps pour pas qu'on déteste son personnage. Alors, on en est au stade où on arrive avec Sable et Vert, du coup, et du coup, dans les scènes importantes qui ont eu lieu quand même dans la saison, il y a eu le poignardage d'un autre. Le tueur d'autres. Mais, à la différence du livre, c'est arrivé sans que la garde de nuit y assiste. Dans le 15, la garde de nuit y assiste, tout le surnom qu'il gagne de Sam l'égorgeur. Et là, ça va être... donc là, je pense qu'on est en train de dresser suffisamment de différences livres-séries pour que tu vois que, passé la saison 2, ça part vraiment dans des directions très très différentes et tu n'auras vraiment pas la même chose, quoi. Ça sera vraiment adapté dans les grandes lignes. Avec une relation Sam-Vert qui notamment est un peu anticipée par rapport à ce qu'elle... elle n'est pas développée comme ça à ce stade-là du roman. Ça va plus vite que dans les romans, en effet. Parce que dans l'épisode d'après, elle va annoncer direct qu'il va s'appeler Sam, tu vois. Donc du coup, on est vraiment... Il lui a déjà sauvé la vie avec cette histoire d'autres. Il y a des... Mais c'est des raccourcis que la série est obligée de prendre parce que tout le trajet dans les livres de Vert et Sam est quand même très long. Et à l'écran, je suis pas sûr que ça aurait rendu suffisamment accrocheur pour pouvoir le conserver. Donc probablement une petite forêt irlandaise
dans laquelle on a mis un peu de neige et quelques flocons en images de synthèse qui tournent autour d'eux. Avec là, c'est bon. C'est le début de l'image de synthèse. Non, il y en a beaucoup, hein. Même dans la saison 1, il y en a beaucoup d'images de synthèse en termes de flocons. Les flocons font quand même assez faux. Ouais, et même j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois un mec qui avait bossé sur Game of Thrones. C'est le genre de mec qui bosse aux effets spéciaux, mais genre il a dû effacer le nez de Voldemort sur un plan, tu vois, dans Harry Potter. Et ça lui a pris ça l'a occupé pendant 3 semaines. Il était un peu pigiste, enfin pas pigiste, mais intérimaire des effets spéciaux. Et il disait que sur Game of Thrones, il avait été lui embauché pour rajouter des buées des personnages. Ah oui, pour faire croire qu'il faisait froid, alors que c'est tourné sur des plateaux où tu cuis parce qu'il y a des projecteurs partout, quoi. Là, surtout pour les flocons, c'est pareil. Généralement, quand en vrai, c'est pas des vrais. Souvent, ils utilisent des trucs genre avoine, des trucs comme ça. Mais il paraît que une fois que c'est au sol, après, quand tu marches dessus, ça fait des mélasses pas terribles. Donc, ils aiment pas trop tourner. Ils préfèrent les rajouter en effets spéciaux. Pour des raisons de tournage, c'est un peu plus facile, quand même, pratique. Il y a la relation entre Arya et le limier qui se construit petit à petit. Alors, moi, j'ai une relation que j'aime bien, en fait. Je trouve qu'elle marche bien. Les deux acteurs ont l'air de bien s'entendre. Ouais. Bon, par contre, on notera qu'il anticipe mal, quand même, l'évolution de son caractère, parce que là, il est en train de dire qu'elle est trop gentille, que c'est une fille trop gentille, que ça lui jouera des tours. Bon, pour le coup, elle n'évoluera pas trop dans ce sens-là. Après, le limier n'est pas le plus fin psychologue, donc... Bon. Par contre, il n'y a que moi qui trouve que l'acteur de la charrette ressemble quand même beaucoup à Frère Tuck. Un peu, il y a un peu ça. C'est la saison avec la vibe de Robin des Bois, je pense. Il y a la fraternité sans bannière, du coup, il y a le petit côté Frère Tuck. Et donc, on enchaîne sur Bran Rickon. Qui arrive à la tour. Tour de la Reine, je crois. Je suis pas sûr qu'il la nomme dans l'épisode. Si, à un moment, je crois, dans l'épisode, on la voit souvent dans l'épisode, en fait, cette tour, et elle est assez marquante. En fait, elle indique, on voit bien l'évolution du temps. On la voit au début de jour, puis au crépuscule, puis de nuit. En fait, c'est assez bien foutu je trouve, pour indiquer que le temps passe et que la journée avance. C'est marrant parce que ça m'évoque, moi, tu sais, le fait qu'il y ait la roue derrière, tu sais, ça m'évoque vraiment un ancien moulin, plus qu'une tour. T'as l'impression que c'est un moulin dont les pales sont tombées au sol un peu. Après, elle est filmée franchement en contre-plongée, je pense, pour donner l'impression de hauteur. Et c'est vrai que Rickon est très choupi. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est ce que nous dit Babar, et oui, d'accord. Qui c'est qui Rickon, il a l'air. Je sais pas s'il est choupi, mais en tout cas, il est. Choupi, c'est Thomas Brodie-Sangster qui vieillit pas. Cet acteur a toujours 15 ans pour l'éternité, je trouve. Mais... Ah, et on arrive avec notre acteur de Pirates des Caraïbes qui fait la saison. Mackenzie Crook, du coup, qui vient pour la saison. Et qui avait été un peu annoncé quand même comme qui est un très bon acteur, qui avait vraiment été annoncé comme un guest de qualité quand ils avaient fait les annonces de casting à cette époque-là. C'est pareil, il a une gueule aussi, quoi. C'est un acteur qui a un visage assez marquant. Oui, puis c'est plus un guest, parce qu'il fait une grosse partie de la saison et son personnage... Il fait toute la saison. Il meurt dans l'épisode, si je dis pas de bêtises. Mais... Oui, il meurt dans l'épisode. Il se réincarne dans son aigle. Un des arcs qui va être abandonné avec Varamir, justement, dans la suite. C'est pareil, oui, là, dans les bouquins. Parce que dans les bouquins de mémoire, Oren, je crois qu'il franchit pas le mur. Hein. Il se fait tuer par Jon au-delà du mur. Je crois qu'il traverse pas, il me semble. Je sais pas s'il traverse, mais en tout cas, l'aigle est avec eux, puisque Jon, comme dans les livres, obtient cette cicatrice dans le. Oui, ça oui. Mais ça se passe de l'autre côté du mur, en fait. Ah non, la cicatrice, ça arrive plus tôt dans le bouquin. Ça arrive. Pendant qu'il est encore avec le demi-main, Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. L'aigle, c'est l'aigle qui les attaque pendant qu'ils sont tous les deux. Donc Aurel aurait plutôt été là en saison 2, normalement, plutôt qu'en saison 3, quoi. Mais, Ouais, voilà, à la limite, mais bon. C'est pas bien grave de s'arranger un peu avec la construction. Les changements mineurs, c'est pas bon. Si ça permet d'avoir Mackenzie Crook, que j'aime bien. Oui, voilà, qui a une bonne bruit. Oui, c'est vrai qu'on nous dit effectivement qu'Aurel meurt plus tôt dans les livres. Il meurt bien plus tôt, effectivement, il meurt au nord du mur. Ouais, il franchit pas le mur. Il y a toute l'histoire où il est recueilli par le sorcière des bois, je crois, et puis il essaye de prendre son corps, et puis non, ça c'est Varamir. C'est Varamir. Oui, pardon, c'est moi qui...
Enfin, Vous pourrez noter que quelqu'un a tiré une flèche. Hein. Je sais pas où vous en êtes dans votre bingo. On notera aussi quand même que John a fait exprès de faire du bruit pour que les chevaux s'agitent et pour sauver ce pauvre homme du Maine. Il est très, très doué en agent double, John. oui, l'agent double le plus subtil qu'on ait connu. De la... Sur les jumeaux, alors je veux pas dire de bêtises non plus, mais il me semble que dans les bouquins, il est dit qu'il y a un truc au milieu, non? Je dis pas de bêtises. Hein. Oui, il y a un tour au milieu. Une porte au milieu. Il y a un château au milieu, ouais. Il y a un petit château ou une porte, je sais plus. Mais... Bon, après, c'est pareil, là, c'est du détail de réalisation. Oui, puis c'est du détail, mais c'est parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi, les noces pourpres se passaient dans ce truc du milieu, mais... Pour moi aussi. Après, mais je suis pas sûr de mon coup, j'ai pas remis le nez dans le chapitre, quoi, mais... Pour moi aussi, le château central est au milieu du pont, mais bon, à vérifier. Bon, Baba va nous dire dans 5 minutes sur le chat ce qu'il en est. Si vous pouvez pas fact-checker, quelqu'un le fera pour vous. Oui, voilà. Alors, une petite séquence de dialogue avec le limier. On parlait de la saison qui avançait pas beaucoup. Le limier et Arya font partie de ces trucs un peu mous où les personnages ne font que parler sur la route pendant à peu près toute la saison. Hein. Donc, on est... elle quitte la fraternité sans bannière, on arrive sur cette mécanique un peu de relation. Et paradoxalement, ça fait passer le temps et ça donne l'impression que le temps se déroule et que le pays est pas, il n'y a pas 3 villes collées les unes aux autres, quoi, que le trajet prend du temps et qu'il n'y a pas de téléporteur comme il y aura à la fin en fait. Bon, il y a déjà un téléporteur. Hein. Littlefinger l'a utilisé en saison 2, il l'a donné à Melissa dans saison 3. Mais il n'est pas encore gratuit, free pour tous. Quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas encore de réduc pour pouvoir l'utiliser. Bon, après, ils vont tous l'utiliser allègrement, hein, c'est sûr. Et puis le duo, je trouve, marche vraiment bien en fait, entre Arya et le limier. Ouais, c'est vrai que il y a un côté presque mignon entre les deux. La dynamique du duo, ça marche pas mal, un peu perfide. Je sais pas exactement comment ça va marcher quand on va revoir les épisodes de la saison 8, mais presque, je trouve, alors là, la relation est très bien et conflictuelle, mais je trouve ça presque bizarre qu'ils soient amis après tout ce qui se balance dans les dents. Il y a une espèce de relation d'amitié à la fin dans la saison 8 qui a été mise en place. Je trouve ça un peu chelou, quoi. Parce après, ça se renforce pas mal quand même leur amitié. Ah oui, après les noces pourpres, tu me diras. Ouais, quand même. Mais bon, elle l'abandonne quand même, tu vois. Oui, elle l'abandonne, mais à ce moment-là, on est déjà sur un truc vachement plus équilibré, je trouve quand même. Là, elle est encore un peu en mode je te hais, mais ça c'est le thème. Bon, voilà, c'est ça. Et donc, on revient à la tour de la reine. Avec description géographie. On a un petit cours de géo de la part d'Ocha. Ouais. Un petit cours aussi de sociologie sur les modes de vie des sauvageons et on a eu droit à des petites anecdotes sur est-ce qu'ils boivent du sang ou pas pour la conversation d'avant. Qui nous montre tous les préjugés qu'ont les habitants des cette couronne pour les sauvageons. Avec ce décor qui est assez sympa quand même. Et c'est marrant parce que l'épisode est un peu filou quand même. Il essaie de te faire croire que le point culminant, ça va être le retour entre Bran et Jon qui vont se croiser, quoi. Et en fait, c'est pas ça. Mais donc, il va y avoir des retrouvailles entre les deux frères. Mais c'est un espèce d'épisode de... Alors, je me souviens plus dans le bouquin comment c'est amené en termes de chronologie, mais je me souviens plus si le manquage Bran-Jon est concomitant des noces pourpres ou s'il arrive avant ou après, mais je trouve ça intéressant d'en avoir fait une espèce d'unité de narration, de dire les Stark vont se croiser sans se voir en fait dans cet épisode. Alors ça, je ne peux pas te dire si l'épisode de la Tour de la Reine se passe réellement en même temps que les noces pourpres dans les bouquins. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de la chronologie pour... Je surveille le chat, je suis sûr que quelqu'un va nous le dire et je suis même prêt à parier sur qui va nous le dire. Mais bon, ça, à la limite que la série fasse coïncider des événements. Ah non, mais là, je salue, je trouve l'intelligence thématique de l'épisode, tu vois, de dire ça. Tout comme l'épisode précédent s'appelait les Second Sons, donc les deuxièmes fils, et d'avoir mis le mariage de Tyrion dans un épisode qui s'appelle comme ça, tu vois. Je trouve que sur ce côté, ce rapport un peu méta en fait de la narration, je trouve qu'ils sont plutôt pas trop mauvais, quoi, tu vois. Parce que même au niveau de l'adaptation, moi je trouve qu'il y a des choix, à la limite, pourquoi pas. Par exemple,
sur le fait qu'avec Talisa, ils aient viré le complot, l'épicier, Westrelin, la belle famille, bon, à la limite, ça leur fait gagner du temps, et c'est vrai que c'était pas indispensable de les garder. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, je trouve qu'à chaque fois, ils vont qu'à la moitié des adaptations. Je trouve qu'ils devraient faire des choix beaucoup plus tranchés. Ouais, quelque chose de plus radical, mais qui leur correspondrait plus, quoi. Mais le choix Rickon, puisqu'il est là dans l'épisode. Voilà, par exemple, parce que c'est pareil, Rickon, il va disparaître pendant il disparaît là. 4 saisons. Dans le dernier épisode, on voit Rickon. On le revoit après quand on apprend qu'il s'est pas sprinté en diagonale, mais sinon. Donc il y a Babar qui nous redonne carrément le lien de la chronologie de la saga dans le chat. Donc débrouillez-vous avec ça. Non, mais les deux événements se passent pas ensemble apparemment entre. Merci Babar. Se passent pas ensemble entre la tour et les Nospos. Ouais, mais là ça passe. Dans la série ça passe. Ouais, puis il y a vraiment. Tu vois, il y a vraiment l'idée que On voit des loups. Les Stark qu'on a tant amoindris pendant tout l'épisode, tu te dis, c'est peut-être l'épisode où ils vont se remettre ensemble, tu vois, Jon et Bran au mur, Arya qui retrouverait Catelyn et Robb, tu vois, il y a un truc qui pourrait se passer qui serait assez... derrière, ils vont sauver Sansa, tu vois, il y a vraiment une notion d'espoir qui s'installe un peu... Ouais, puis finalement, ça va finir par une séparation, même parce que les deux frères, Rickon et Bran, se séparent. Arya va croiser sa mère à 10 mètres, mais sans la voir. Mais c'est super intéressant. Enfin, je trouve que c'est super intéressant et c'est chouette d'avoir fait ça en termes d'unité de narration. Ça permet aussi de montrer les pouvoirs de Bran, cet épisode-là. Juste avant, il a pris possession du corps de Hodor. Pour la première fois. Par contre, Jon, zéro. Enfin, il y a deux loups à côté, il les voit pas, il les sent pas. C'est ce qu'on nous fait remarquer dans le chat. Il y a... Mais alors dans le bouquin, je me souviens plus s'il les voit passer exactement. Je me souviens même plus s'il capte que c'est Bran en fait. Je crois pas, moi, dans mes souvenirs, mais... Parce que toi, t'es un peu comme un fou en train de lire ton bouquin en voyant que Bran, il a croisé Jon, mais Jon, j'ai pas l'impression qu'il ait conscience d'avoir croisé Bran. Dans les bouquins, Bran, oui, c'est sûr, il le voit à travers les yeux de son loup. Par contre, je crois que Jon voit un loup. Jon voit un loup, je pense. Avec la pluie, il se dit, ça doit être un loup normal, ça peut pas être... Parce que les loups sont plus petits, hein, quand même. Ils sont pas encore à cette taille... Je pense à ce moment-là, dans le bouquin, les loups sont peut-être... Ouais, non, dans le bouquin, Jon le voit un des loups, mais il pense que c'est un loup normal, mais il se dit pas que c'est un des loups de ses frères. Mais il y repense après, quand même, à ce moment-là. Donc ça le marque. Bon, et donc là, on a Jon qui se met seul contre 10, y a pas de problème. Il commence à avoir une armure en scénarium. Là, il y a un choix qui est particulier. Non, pas particulier, mais... que je trouve pas forcément bien, qui une fois de plus va dans ce sens du remplissage. C'est que dans l'épisode d'après, il va y avoir une séquence entre Ygritte et lui où elle va lui tirer dessus. Avec les flèches. Je vois pas bien l'intérêt de pas l'avoir mise là, quoi. Tu vois, à part gagner un peu de temps d'épisode et voilà, parce que t'es obligé. À mon avis, ils la mettent pas là parce que là, ils n'auraient pas eu le temps de faire la scène telle qu'ils la font après, parce qu'elle dure un moment quand même. Ils se parlent, il y a un échange. Ouais, mais là, tu vois, t'aurais eu Jon qui se fait tirer dessus, tel qu'il se fait tirer dessus dans la scène suivante, dans l'épisode d'après, t'aurais peut-être eu l'effet aussi, ah bah non, mais il va pas mourir, et puis après tu vois les stars mourir, et tu te dis, peut-être que Jon y est passé, tu vois. T'aurais pu avoir cet effet-là. Je trouve ça bizarre qu'il s'en soit privé, en fait, alors que bon, c'est pas les derniers à faire des effets, quoi. Moi, je me souvenais pas que Été était aussi blanc que ça. Je trouve qu'il ressemble un peu à Fantôme, sauf qu'il a pas les yeux rouges. Mais il est gris très pâle. Bah ouais, je me voyais pas si pâle que ça, Été, mais bon. Et donc, la scène avec l'aigle. Donc, c'est l'aigle qui... plutôt cool, hein, la scène avec l'aigle. Oui, elle rend très bien. Et puis là, pour le coup, c'est pas l'épisode est bien pensé parce qu'il présente bien justement les auments, le fait qu'on puisse prendre possession du corps d'un animal. C'est vrai que là, ça c'est bien aimé. Il y a le dialogue avec Osha juste avant dans la tour où il a dit que prendre des animaux, ça c'est déjà fait, mais des humains, il n'y a que Bran qui y arrive. Puis même dans la mise en scène, tu vois cette espèce de plongée sur les yeux d'Aurel et tout ça, c'est alors, un petit côté Zoménie pour les nuls qui est bien expliqué, je trouve. Mais qui est important parce que du coup après quand ils vont s'en prendre à Vangry, ça va dans ce sens-là, quoi. Ouais. Ça y est, on lance la mode des opérations commando avec quelques hommes. C'est mériner le début d'une longue série d'opérations commando. Alors, dans le bouquin, elle existe aussi, celle-là. Elle existe aussi. Il passe par les égouts, si je dis pas de bêtises, mais... Il y a Barbe Blanche qui va avec lui.
la série va un peu trop abuser de la technique du combo à mon goût, non? Et alors, surtout, la série va beaucoup en abuser pour ne pas s'en servir au moment où ça sera intéressant. C'est-à-dire en saison 8, sur cet épisode 5, où il y a Varys et Tyrion qui connaissent des passages pour aller dans Port-Réal sans passer par les murs. Après, Ils ne vont pas s'en servir. Et du coup, tu es là, mais c'est un peu bête. je pensais aussi au commando de Ramsay, là, c'est 20 Good Men. Enfin, je sais plus si c'est 20, c'est 20, je crois que c'est 20. Je crois aussi. Où à eux tout seuls, ils arrivent à vaincre l'armée de Stannis, quasiment. Est-ce qu'on n'a pas la scène la plus ridicule de garde à ce moment-là? Où c'est les gardes qui arrivent par vague, mais c'est une vague après une autre, façon vieux film Par contre, je trouve d'action des que, années 80. d'un point de vue réalisme, c'est un peu nul, mais ce qui est intéressant sur cette scène-là, c'est tout ce qui travaille sur les chorégraphies, de montrer que tout le monde se bat pas de la même manière. Oui. C'est vrai que ça c'est bien foutu. Ouais. Chacun plutôt très intéressant. Et puis c'est des armes différentes, chacun utilise Ouais, c'est ça. de toute façon. Ce truc qui est un peu bizarre, c'est le fait que Vergris enlève son casque, alors qu'il a un casque très... pour le coup, il n'est pas avec les autres Immaculés, donc on le distingue vraiment bien. Ce qui aurait pu amener 2-3 éléments de cascade assez marrants, un petit coup de boule ou des trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, la nouvelle vague, oui, c'est vrai que ouais, c'est au niveau du planning des gardes, c'est pas terrible. Ouais. Ils sont pas très bien coordonnés. La deuxième vague, tous en cercle autour. Voilà. Mais c'est pareil. Bon, ça, c'est des effets de mise en scène, c'est de la chorégraphie, c'est du... Je pense que c'est... Je peux pas les blâmer complètement. C'est pas parce que c'est pas réaliste que c'est pas bien, parce qu'il y a quand même du taf, tu vois. Parce que si tu vas par là, la capoeira de Pedro Pascal dans la saison 4 me satisfait pas du tout d'un point de vue chorégraphie, tu vois. Mais bon, c'est joli. Ça rend bien à l'écran. Ouais. Voilà. Bon, on peut oublier le passage. Et on en arrive à peu près à la moitié de l'épisode. Au mariage avec cette preuve. Alors, sur le mariage, il y a une installation des personnages qui est assez intéressante sur le côté gauche-droite. Alors ça, je le tiens pas de moi, je le tiens du réalisateur. Si vous avez, alors, le docu auquel j'ai pu participer pour la garde de nuit sur OCS, qui est pas intéressant à tous les aspects, mais si vous avez un moment à regarder, regardez le moment des Noces pourpres, où il y a un réalisateur qui a bossé sur Gangs of London avec Michel Ferlet, qui explique comment travaille Michel Ferlet, et qui analyse avec son point de vue de réalisateur la scène des Noces pourpres. Et c'est plutôt cool quoi, de dire tout se déporte de la gauche vers la droite dans l'épisode, etc. Les tables, comment elles sont placées, enfin vraiment tout le boulot de mise en scène est analysé et c'est plutôt sympa. Ouais, Edmure qui se dit qu'il s'en sort pas mal avec sa mariée. Il l'avait pas encore vu, il avait peur de pas shooter la plus jolie. Ça va, il s'en sort bien. Bah, sur Edmure, c'est un peu triste. Moi, j'aime bien ce personnage dans le bouquin. Mais... il est un peu concon, mais il est sympathique. Là, il est juste concon, je trouve. Et puis, non seulement dans la série, il est juste concon, mais c'est en plus, c'est le punching ball de tout le monde. Tout le monde se fout de sa gueule ouvertement devant lui. Ça ne pose de problème à personne, a priori. Et bon, après, physiquement, je l'imaginais pas du tout comme ça, mais c'est pas grave. En plus, c'est un bon acteur. Je sais plus physiquement, je trouve que ça passe encore. Après, c'est un acteur que j'attendais pas du tout dans ce rôle-là, en tout cas, qui est quand même plus sérieux quand tu le vois en Brutus dans Rome ou quand tu le vois même dans Outlander en train de jouer Franck, je crois. C'est un personnage plus triste, quoi. Le petit regard entre Rob et Walder Frey, quand même, on sent déjà dans le regard de Walder Frey. Il se marre déjà de la suite, quand même. Et elle est un peu coupable. La Roselyne Frey, tu sens que tu sens dans son regard que c'est pas. Ouais. On me dit qu'il est dans The Crown aussi, cet acteur. Alors j'ai pas vu la série. Oui, tout à fait, il est dans The Crown aussi. Je crois qu'il reprend le rôle de Matt Smith, non? Si je dis pas de bêtises, donc il joue Philippe. Il joue Philippe, je sais plus quelle époque. Dans les saisons 3 et 4, un truc comme ça. C'est les saisons, mais oui, c'est ça. C'est juste le scénario et les dialogues, et puis effectivement, on nous parle aussi de son speech dans le dernier épisode de la saison 8, qui est totalement ridicule et hors contexte. Oui. Mais l'acteur en lui-même est pas mauvais du tout, quoi. C'est n'importe quoi. Ridicule pour son discours dans la saison 8. À la limite, je trouve que c'est le seul qui est crédible, parce qu'on a l'impression que c'est le seul seigneur de Westeros qui a des ambitions et qui a envie de devenir roi. Donc à la limite, moi dans le conseil final, c'est le seul dont je trouve la réaction à peu près normale et crédible, au moins, ceci dit. En fait, elle est normale et crédible, sauf qu'au milieu de gens hors contexte et hors série, il fait décaler.
En fait, ce qui est bizarre, c'est que ce soit le seul à postuler pour être roi. En fait, c'est ça qui est bizarre. Normalement, d'autres autour de la table auraient dû postuler aussi. Mais bon, on Tu veux s'égare. parler du On s'égare prince et- de Dorne casté à la sauvette Pareil, il y a une scène, On reviendra sur le dernier épisode de la saison 8. la scène de ce regard entre le silure et une des fées un peu coquin, je sais pas non plus à quoi ça sert. Ah, ça veut dire que du coup, ils n'ont pas adapté le fait que le silure est gay Bah ouais. Enfin, après, dans la dans le série. bouquin, c'est pas canon. On suppose qu'il l'est, mais c'est pas non plus certain. C'est quand même plus ou moins admis. C'est suggéré, c'est suggéré, c'est suggéré. Enfin, en tout cas, par la communauté de fans, en tout cas, c'est Oui, plus ou moins validé, on va dire, en termes Si de. la communauté est d'accord, alors ça sera suffisant. C'est ça. Tout à fait. Finalement, On a plus de pouvoir que Martin sur son livre. Faut arrêter maintenant. Après, Demain, on lui dit, il l'écrit le livre. je on va pense le lire que du coup. Martine le sous-entend quand même pour justifier la brouille entre les deux frères Tully. Rickon, je trouve qu'il a un jeu d'acteur qui est. Je sais pas, qui fait un peu débile profond quand même par moment. J'ai du mal. Bon, après, l'acteur est très jeune, je sais pas quel âge il a. Mais oui, mais si tu veux, je blâme personne. Hein. C'est juste que du coup, il me donne l'impression d'un enfant. Je sais pas. Ouais, je t'avoue, moi, c'est sa coiffure, je trouve qu'il lui donne un air un peu Jeanne d'Arc, je sais pas. Je trouve que sa coiffure est pas exceptionnelle non plus, je sais pas. Bon, tu veux qu'on parle de celle de Bran Mais celle de Bran va empirer, hein. Pour l'instant, c'est pas si terrible encore. Saison 4, ça va vraiment devenir catastrophique. Voilà. Bran, mais, Bah, le problème de Bran, c'est surtout qu'il va Rocha, falloir par contre, toujours aussi bien. Zachary, c'est dommage ils l'ont fait partir comme tous les autres acteurs dont ils savaient pas quoi faire, c'est-à-dire en mourant. Mais c'est dommage que son histoire se termine comme ça. bah, elle se fait choper en même temps que Rickon, donc tu te dis par logique, si Rickon est chopé, Osha est chopé aussi en même temps, bon, ça se termine comme ça. Mais après, sur l'actrice. Tu fais tuer par Ramsay. Ouais, Ouais. fait tuer par Ramsay en essayant de le tuer, pour rajouter une scène de sexe au milieu qui rapporte rien finalement. Mais ce qui est intéressant par contre sur Osha, c'est que Martin a dit quand même que ce qu'avait fait, du coup, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Natalia Tena, c'est ça. Ce qu'elle avait fait du personnage l'avait suffisamment. Elle avait fait quelque chose de mieux que ce que lui avait écrit au niveau du perso et que ça lui avait donné l'envie de modifier un peu le personnage par la suite pour lui donner une importance plus conséquente. Donc à voir vraiment ce qu'il adviendra d'Osha dans la suite des livres, mais Martin s'était quand même dit que il s'est passé quelque chose d'intéressant avec la série et ça a eu une influence sur sa perception du personnage, quoi. Après, si tu te souviens pas de son nom, je pense que tu peux l'appeler Nymphadora Tonks. Ouais, c'est ça. bien sûr. Mais on risquerait de la confondre avec une nympha de chez Avec une autre Nymphadora, ouais, c'est C'est vrai. ça. C'est pour ça que je voulais pas dire son nom. Donc en fait, on est dans l'épisode spécial Harry Potter en fait. Il y a Rusar, il y a Nymphadora. À noter aussi que le personnage d'Osha, ça c'est pareil, ça m'a toujours fait rire, que du coup ils aient renommé le personnage d'Asha en Yara parce qu'ils avaient peur que le spectateur confonde Osha et Asha. Surtout que dans le Tout ça pour premier, Yara et Arya, quoi. Mais bon. Bah ouais, j'ai jamais trop compris ce changement de nom. surtout qu'il intervient en cours de saison. Hein. Cette justification-là que j'ai jamais trop compris. Parce que bon. Qui est valable avec Talissa un peu aussi. Hein. Pourquoi ne pas avoir regardé Jane Westrelin on s'en foutait, à la limite, ils n'avaient pas besoin d'expliquer le background. Ça fait un peu quand même, on prend nos spectateurs pour des gens quand même un peu neuneux qui sont pas capables de différencier deux prénoms un peu semblables. Et puis des visages surtout, quoi, je veux dire. C'est quand même pas les mêmes Oui, et visages. puis sur deux histoires qui se croisent pas finalement. C'est deux personnages qui se croiseront jamais et qui ont rien à voir. Là, ce pauvre Jorah a encore eu la confirmation qu'il était friendzone à mort à vie, que c'était foutu. Alors, on arrive sur la scène de nos pourpres avec un petit mouvement de grue qui nous a permis d'apercevoir le batteur de Coldplay. Voilà. Oui, le champion. Voilà. Donc, le petit point caméo de l'affaire, avec ces fameux musiciens. Alors, en rematant l'épisode, je m'étais dit que c'était étrange, mais dans le bouquin, il est dit qu'ils jouent mal. Il joue mal, oui, parce que c'est pas vraiment. Parce que ce ne sont pas des musiciens. Mais là, du coup, on a quand même une musique d'ambiance assez sympa. Oui, parce que quand ils vont faire les pluies de Castamer, il n'y a pas de fausse note, on les reconnaît bien. Bah, dans les bouquins, de mémoire, ce qui est dit, c'est qu'il y a plein d'orchestres qui jouent un peu des choses différentes et que c'est assez dissonant. Alors que quand ils se mettent à jouer les pluies de Castamer, ils jouent tous ensemble et d'un coup, ça rétablit une harmonie. Et on comprend bien ce qui va se passer, quoi. Puis là, on voit déjà que
Bolton, lui, ne picole pas. Hein. Il veut garder l'esprit clair et tranchant. Et il a bien raison. L'esprit tranchant, surtout. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Surtout, ouais. Alors, il y a un nombre incalculable de bougies dans cette scène, qu'on peut voir en arrière-plan. Certaines ont un peu du mal avec les, avec les ventilateurs derrière Bolton, là. On n'avait pas trop le vent, mais... Là, ça bouge beaucoup. La flamme bouge beaucoup. On n'est pas sur du niveau Barry Lyndon, quand même, du cinéma. Mais il y a beaucoup de bougies. Et ce qui est intéressant de noter, je le dis maintenant pour que ce soit visible pour les gens qui regardent l'épisode en même temps que nous, la lumière va baisser au moment de la cérémonie du coucher quand, physiquement, les serviteurs des frais vont emmener la lumière avec eux et tout va s'assombrir en fait. Voilà, si vous voulez faire attention à ce petit détail, au fur et à mesure du visionnage, les bougies vont sortir de l'écran petit à petit. Et du coup, j'imagine que le chef opérateur aura aussi baissé la lumière en conséquence pour donner ce truc un peu oppressant qui va faire que On parlait de scènes inutiles pour en rajouter. Là, c'est pareil, la scène entre Rob et Talisa, on nous sort les violons quand même. Pour bien nous faire chialer après. C'est ça. Ils sont beaux. Petite question, est-ce que vous vous rappelez si on nous dit que Bolton ne boit jamais? Alors est-ce que c'est juste dans cet épisode qu'il cache son verre pour garder les idées claires pour la suite? Ou est-ce qu'il ne boit absolument jamais dans les livres? Je ne crois pas que ce soit vrai, parce qu'il me semble que dans l'épisode 10, il boit un coup avec Valdor Frey, mais... Dans la série, je ne saurais dire. Dans les bouquins, ça lui arrive de boire, parce qu'il y a des moments où il boit dans les livres. Mais par contre, dans la série, je ne saurais pas dire. L'acteur de Bruce Bolton qui rend le personnage un peu plus sympathique aussi, je trouve que tel qu'il est décrit. Après, un acteur tel qu'il est décrit dans les bouquins, c'est compliqué. Son regard est vachement mis en avant. Ça, je ne dis pas le contraire. Hein, c'est juste qu'il y a un capital sympathique qui peut se déplacer un peu. Qui fait que presque quand son fils va le tuer dans la série, tu te dis oh, c'est dommage, je l'aimais bien. Disons qu'entre la peste et le choléra, tu préfères le père quand même, quoi. C'est sûr que bon. C'est quand même le père qui dit à son fils me fais pas regretter le jour où j'ai violé ta mère. C'est quand même un père franchement sympathique. Alors ça, ils n'ont pas gardé cette ligne dans la série. Dans la série, dans les bouquins, ils n'ont pas gardé cette phrase. Il me semble pas, je crois pas qu'elle est... Enfin, tu me fous le doute là d'un coup, je sais pas. Cette phrase est assez marquante dans les livres quand même. Dans les livres, elle y est, c'est elle est même terrifiante. Moi, perso, je trouve que c'est une des pires phrases des bouquins. Cette phrase-là m'a donné la nausée, personnellement. Et alors, du coup, vous allez voir les mecs qui emportent les chandeliers un peu pendant cette séquence-là. Bon, on nous dit dans le chat, je vous fais un résumé du débat qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, Bruce Bolton boit peu. Peut-être un petit peu, mais des choses légères et avec modération. Lui. D'ailleurs, on notera quand même que sur cette scène-là, on parle aussi des différences culturelles avec la cérémonie du coucher qui choque Talisa par rapport aux différences culturelles entre Sauvageon et Homme du Nord. Elle, c'est pareil, comme elle vient d'au-delà du détroit. Talisa, elle me fait vraiment l'effet d'un personnage, tu sais, qui a été de chez nous, aujourd'hui, du 21e siècle, qui a été droppé dans le... C'est pas faux. Dans l'univers, genre, c'est vraiment l'infirmière d'aujourd'hui qui est en première ligne sur les combats, tu sais, qui a été droppée dans le monde du trône de fer. C'est pas très crédible. C'est vrai que par rapport à l'univers, c'est pas très crédible. Par contre, petite précision sur l'actrice, je sais pas si ça a été dit, c'est Una Chaplin, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Tout à fait. Ce qui n'apporte rien, mais quand même. Anecdote à recaser en famille un jour. Mais de préférence pas pendant les mariages, visiblement, parce que ça pourrait. Ça peut être crispant. C'est la saison des mariages qui va arriver cet été. Donc, Voilà, et là on nous refait un passage maintenant où ils parlent de leurs enfants, de leurs futurs enfants. Ça vraiment, c'est le seul truc qui me dérange vraiment dans cet épisode, c'est tout ça. C'est ce truc un peu grossier. Tu sais, le truc est déjà choquant de base, même s'il l'avait appliqué tel quel, ça aurait été choquant. Le fait de chercher une couche en plus d'horreur, tu sais, dans le truc, tu te dis, vous avez vraiment pas de limite, quoi. C'est surtout, vraiment, la scène qui est vraiment immonde, c'est les coups de poignard dans le ventre, c'est... Oui, inutile, en fait. Et pourtant, pour me choquer, il faut y aller, mais là, quand même... J'ai trouvé ça vraiment trop, et puis, ouais. C'est trop, et puis ça n'apporte rien, finalement, parce qu'en fait, il pourrait la tuer simplement, on va dire. Oui, c'est ça. Ça suffit, normalement. Oui.
Limite, ils étaient même pas obligés de dire qu'elle était enceinte, tu vois. C'était même pas une obligation. Surtout que ça crée un vrai problème de chronologie parce que dans le dans l'épisode précédent, Daenerys dit que ça fait 1 an qu'elle a des dragons. Et je suis pas sûr que ça fasse 1 an que Robb couche avec Talisa. Enfin, ça fait vraiment pas très longtemps si ça fait qu'1 an que Daenerys a les dragons. Tu vois. Après, la chronologie dans la série, c'est quand même pas leur truc. Faut pas se mentir. Ouais, mais du Déjà, coup, Martin, dans les livres, fait attention à pas donner de trucs trop précis pour éviter les. Ouais, et ce puis genre de problème. Ouais. Martin est très perfectionniste là-dessus. J'ai l'impression qu'il se prend la tête quand même beaucoup. Je suis en effet pas certain que les scénaristes se prenaient autant la tête sur la chronologie, clairement. Voilà, on a quand même Arya qui arrive à 10 minutes près, c'était bon, finalement. C'était bon. Bah, du coup, elle y serait peut-être pas. Ouais, elle va quand même réussir à rentrer un petit peu puisque elle va donner lieu, en revoyant la séquence, je crois que ce que je trouve le plus horrible, c'est pas ce qui arrive aux humains, c'est ce qui arrive aux pauvres Vendry. C'est avec cette espèce de plan de fin où on voit sa tête à travers les portes là, qui font le cœur un peu. On est d'accord, c'est horrible. On entend les pluies de Castamere derrière où il y a... D'ailleurs, là, c'est un peu étonnant qu'il n'y ait que Kathleen qui réagisse sur le fait qu'on joue les pluies. Parce que c'est vrai que ça aurait dû inquiéter d'autres gens, quand même. C'est un peu étrange de jouer ça à ce mariage-là, mais bon. Oh, il y a l'alcool qui peut expliquer beaucoup de choses. Et là, tu vois le petit sourire de Roose Bolton, je sais pas, j'ai l'impression d'être pas tout à fait le personnage, tu vois. Prémonition de Kathleen qui se lève sa manche et qui comprend. Après, les pluies de Castamere, normalement, ça suffit à comprendre. Pas besoin. Mais le regard qu'il a à ce moment-là est assez bon. Allez, on arrive sur la scène qui est absolument abominable. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas la peine, les gars, merci. Puis en plus, on va encore y avoir droit après quand elle sera au feu. Oui, c'est trop. On a très lourdement. C'est trop, en fait. Tu vois, on a eu l'occasion, du coup, toi et Coco et Zor, vous avez eu l'occasion de commenter la mort de Ned Stark, qui était d'une autre subtilité quand même que celle-là, quoi. Le fait de faire tomber la lame, de ne pas avoir une goutte de sang, d'avoir ces trucs qui s'envolent. Là, on est dans le contre-exemple complet. On est dans la volonté de choquer en faisant la scène est horrible, mais du coup, on te la rend vraiment horrible par tous les aspects, tout ce qu'il faut. Ouais, il y a déjà plein d'éléments qui sont très gore, très graphiques. Je comprends pas pourquoi ils se sont dit on va en rajouter encore plus, ça n'a aucun intérêt. Bah après, c'est la série Bavard, tout à l'heure, on me parlait dans le chat, je n'en ai pas parlé, mais elle me parlait des scènes de torture de Sion qui étaient vraiment too much. Là, c'est un peu pareil, c'est toujours plus de gore, toujours plus de sang. Et ça, je pense que c'est la surenchère qui est propre au phénomène Game of Thrones qui est en train de monter aussi à ce moment-là et qui devient de plus en plus... tu sais, il faut toujours qu'ils sont... À chaque fois qu'ils passent un palier, il faut aller au palier au-dessus, et au palier au-dessus, et au palier au-dessus, et puis tu termines avec saison 8. Ils commencent à être un peu prisonniers de l'image Game of Thrones, en fait. Ils sont en train de faire des caricatures d'eux-mêmes, c'est pas encore totalement le cas, mais ça va venir avec les saisons d'après, où il faut du sang, il faut choquer, donc choquons pour choquer, sans forcément une bonne raison. Du budget, là, c'est horrible, là, vraiment. Là, c'est vraiment la scène là horrible. Je suis anéanti. C'est horrible. Sachant que dans les bouquins, il arrive à se libérer, en fait. Il sort du... Mais il se fait quand même couper la tête, puisqu'il y a quand même une séquence où il se fait couper la tête. Alors, ça, on nous l'a épargné dans le film, effectivement, de la tête du loup qui est mise sur le corps. Ah non, c'est pas épargné, c'est dans l'épisode d'après. Ah oui, on le voit dans l'épisode d'après, ça. L'ouverture de l'épisode d'après, c'est la suite directe des Noces pourpres. Je me rappelle pas qu'on le voyait, ce truc. Si, on le voit. Si. Mais par contre, dans les bouquins, en fait, Vangris se libère et il tue plusieurs frais avant d'être... Oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est vraiment horrible parce qu'il est enfermé dans son box, quoi. Est-ce que les réalisateurs essayaient de dire quelque chose sur la condition animale? Par contre, il n'y a pas à dire, Michel Ferlet, cette scène, elle la joue quand même très, très, très bien. Et elle est brillante, Michel Ferlet. Et il y a un truc qui est intéressant que je reprends une fois de plus du réal qui était intervenu sur OCS, là, mais qui disait que Michel Ferlet, c'est le genre d'actrice qui supprime des lignes de dialogue. Les gens ont tendance à trop lui en écrire et elle supprime en disant « Je n'ai pas besoin de le dire, je vais le jouer. » Tu vois. Et je pense que là, typiquement, à mon avis, peut-être ils avaient écrit plus et peut-être juste avec sa capacité à transmettre des émotions, elle fait le taf, tu vois. Et donc on nous refait un plan avec sa main qui se pose sur le ventre. Ouais. Ce que tu disais, Chris, ça revient à ce que tu disais, je crois, la semaine dernière, sur le fait que la série est hyper verbeuse et parfois manque un peu
Bah là, typiquement, je trouve que ce que fait Michel Ferlet, c'est très bien. Ouais, voilà, là, on est sur des trucs pas verbeux. Ah bah là, tout est sur son visage, il n'y a pas de souci, on comprend bien. Et c'est marrant parce que je trouve que dans ces plans-là, où elle est vénère après Valdor Frey, là, il y a un truc d'Arya qui se passe. Il y a une ressemblance physique avec Arya qui se crée, en fait. T'as raison. Qui, du coup, Arya qui viendra en saison 7, en ouverture de la saison 7, tuer Valdor Frey, quoi. Mais... Puis là, là, pour le coup, ça fait mal au cœur parce qu'on sent la mère qui veut sauver son fils. Alors qu'on sait que ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Mais ils peuvent pas laisser partir le roi du Nord après avoir fait tout ça, tu vois. C'est juste pas possible. Mais bon, elle essaye quand même. Alors, dans les bouquins, elle ne prend pas la femme de Valdor Frey, elle prend le fils de Valdor Frey en otage. Qui a le simplet un peu de la famille. Ouais, c'est ça. On nous fait remarquer de façon intéressante que, à part Robb qui est tué par Bolton, ils sont tous assassinés par derrière et du coup face caméra. Ouais, mais ça c'est vraiment un truc de mise en scène. C'est vraiment pour la mise en scène et c'est pas forcément pas dans les livres, mais je trouve que c'est pas mal foutu du coup. Ouais, c'est intéressant parce que tu as les expressions des gens qui sont tués. Et du coup, je trouve que le retour là de Bolton fait bizarre, moi. Il m'a toujours fait un peu étrange. Oui. C'est vrai qu'il sort. Il se casse, et il laisse le temps à l'autre de se lever, il lui dit sa petite phrase et il s'en va, tu vois. Par contre, le cri de Michel Ferlet à ce moment-là, il est génial. Sa tête à la fin, on sent qu'elle est détruite. Hein. Et alors, on parlait des trop, je trouve que le travelling là est trop long, moi. Ouais. Après, je t'avoue que. Moi, je trouve que son jeu est tellement bon sur cette scène-là que ça passe. Je trouve que c'est un poil long ce dernier plan, mais une fois de plus, c'est la dimension choc, je pense qu'ils cherchent, quoi. Je trouve qu'on sent bien le fait qu'en fait elle est déjà morte, quoi. Qu'elle est déjà plus là, quoi. À ce moment-là, il n'y a déjà plus personne à l'intérieur. Générique silencieux pour terminer. Oui, ça pour le coup, là ils ont eu raison de la jouer comme ça. Ce que fait Ramin Djawadi sur la partition des Noces pourpres est pas foufou, quoi. C'est genre bom 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 les gros violons, bom 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 les petits violons, bom 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 les gros violons. C'est pas. Là, c'est très bien amené, je vais te dire pour le coup. Ils ont bien fait de faire ce choix-là sur le générique, de le laisser silencieux pour bien assommer le pauvre spectateur. De toute façon, à ce moment-là, je sais pas si vous vous rappelez. Ceux qui nous suivent, et puis Chris et Coco, le moment où vous l'avez vu pour la première fois, même en ayant lu les livres et en sachant ce qui allait se passer, le silence était bienvenu finalement. Ça faisait vraiment. Je me souviens surtout en fait, qu'il y avait un silence dans la pièce aussi, que mes potes ne parlaient pas non plus, qui m'ont tous regardé en mode. Tu savais. Pourquoi tu nous as rien dit? Tu savais. J'ai dit, ça aurait été dommage de vous spoiler ça quand même. Du coup, dans les trucs intéressants, moi, c'est que c'est marrant parce que, alors maintenant, on commence à être un peu loin de Game of Thrones, 2 ans plus tard quand même. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'ai le copain avec qui j'ai pu remater l'épisode en plus de Loops. C'était un copain qui bosse en médiathèque et du coup, il a une collègue qui vient juste de regarder Game of Thrones et qui a réussi à ne rien se faire spoiler, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pu voir Game of Thrones sans avoir aucune, tu vois, c'est fou. Je me dis, en 2021, pas savoir ce que c'est les Noces pourpres, c'est quand même... Après... Voilà. Et du coup, je me dis, ça y est, ça commence à être un peu vieux, entre guillemets, les gens ont peut-être un peu oublié, du coup, on va avoir des gens qui vont pouvoir leur découvrir, quoi. La génération de mes parents savent pas ce que c'est les Noces pourpres, ça c'est un... Oui, c'est sûr. On ne s'intéresse pas trop à la fantasy en manière générale. Mais oui, c'est sûr que c'est un exploit de ne pas avoir été spoilé au moins de 3 trucs en 10 ans. Après, c'est pareil, ça dépend au final de comment tu consommes les réseaux sociaux. Parce qu'après, il y a des gens qui ne sont pas forcément Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Donc... Et de comment tu consommes les séries aussi, je pense. Hein. Est-ce que tu es un gros sérivore ou pas? Est-ce que tu es là à attendre l'épisode toutes les semaines? Pas du tout. Ça reste un style fantasy médiévale que tout le monde n'apprécie pas. Il y a plein de gens qui peut-être qui sont jamais vraiment penchés. Ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi un côté, tu vois,
même sans s'y pencher, c'est un phénomène qui est suffisamment important pour que, tu vois, même ma mère a vu l'épisode 1 de Game of Thrones, tu vois. Par contre, alors moi, j'ai pas eu cette anecdote-là sur la série, mais sur les livres. J'ai une amie à qui j'avais conseillé les bouquins, ça date. Elle avait commencé les bouquins et en fait, elle a jamais été au-delà des Noces pourpres. En fait, ça l'a tellement écœuré, les Noces pourpres, qu'elle a jamais continué. Elle s'est arrêtée là en mode « Oh non, j'en ai marre, c'est pas juste les Stark s'en prennent plein la tronche. » Et donc, j'ai une copine qui a jamais réussi à dépasser ce trauma-là dans les livres. Mais c'est vrai, je ne sais pas vous ou les gens qui nous suivent dans le chat, mais est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez lu ce passage? Je me rappelle pas du moment où j'ai lu ce passage parce que c'est un des rares passages dont je me rappelle. Moi j'ai réussi à me le faire spoiler par les résumés de derrière. Tu sais, c'était l'époque où les tomes étaient découpés. Et en fait, si tu prends le tome suivant, l'événement est spoilé en fait. Et bon, comme j'étais un gamin un peu débile qui aimait bien aller, tu sais, genre, il y a le bouquin je suis en train de le suivre, je suis au tome 3, je vais regarder, là, ils ont l'air d'avoir le tome 8. Je me suis fait niquer. Bravo, la maison d'édition, bien joué, quoi. Moi, je l'avais lu, donc j'étais pas du tout spoilé rien. Et en fait, je me souviens, il était très tard, il devait être 2h du matin. Bon, je me couche tard habituellement, donc chez moi, c'est assez normal. Mais il devait être 2h du matin quand je les ai lus. J'ai fini le chapitre, j'ai reposé le bouquin, je me suis levé pour aller boire un truc en me disant non, c'est pas possible. Et en fait, j'ai relu le chapitre une fois en entier dans la foulée pour me convaincre que j'avais bien lu ce que j'avais lu. Parce qu'en fait, si tu veux, mon cerveau s'est déconnecté en se disant non, c'est pas possible, j'ai dû rater un truc, c'est pas possible. Donc je l'ai relu en fait une deuxième fois. Et puis le livre fait un truc qui est... le livre, tu vois, fait appel à une certaine forme de compréhension parce qu'il ne dit pas explicitement que c'est Roose Bolton qui plante. Robb Stark, il dit que c'est un individu avec une cape rose. Si t'as pas enregistré l'héraldique des Bolton, tu ne sais pas vraiment de qui il s'agit. Il dit la phrase que Jaime Lannister lui dit quelques chapitres plus tôt. The Lannisters sends their regards. Oh putain, c'est chiant à dire. Meilleure salutation des Lannister, du coup, quoi. Meilleur vœu de mariage. Mais du coup, si ces deux éléments-là t'apparaissent pas concrètement en te disant, enfin voilà, le fait que ce soit vraiment Roose Bolton qui plante Robb Stark, c'est évident dans la série parce que c'est l'acteur, mais dans le bouquin, avec le fait que Catelyn soit complètement, soit en train d'agoniser psychologiquement comme physiquement, tu peux ne pas le capter, quoi. C'est ça qui rend, je trouve, dans les livres, c'est encore pire, c'est que du coup, comme tu as vraiment tout du point de vue de Catelyn, puis en plus, moi, vraiment, ce qui m'avait fait mal au bide aussi, c'est que elle est persuadée qu'elle voit mourir son dernier enfant, alors qu'en fait, c'est le premier qui meurt, en fait. Bon, ça, elle le sait pas, hélas, mais elle est réellement persuadée qu'elle a quasiment perdu tous ses enfants, alors qu'en fait, non, c'est le premier qui meurt. On a la discussion au début de la série, en fait. Au début de l'épisode, en fait, on n'a pas parlé, mais il y a la discussion entre Robb et sa mère. Oui, qui dit que Bran et Rickon sont morts. Hein. Voilà, il dit j'écoute ton conseil parce que si j'avais écouté la première fois, Robb et Rickon Bran et Rickon seraient pas morts. Et le plan d'après, limite, c'est Bran et Rickon dans la tour. Ouais. Donc c'est rendu comme ça dans la série qui c'est pas en fait, à ce moment-là, c'est pareil, ils ont un doute sur la survie d'Arya, ils savent pas si elle est vivante ou pas parce qu'ils savent plus ou moins qu'elle en fait, personne l'a vu. Elle est disparue, donc elle pense qu'il lui reste que Robb et... du coup, on va pouvoir parler un petit peu des petits papiers qui s'échangent avant les Noces pourpres, qui ne sont pas du tout mis en avant dans la série, qui est l'héritage de Robb Stark, puisqu'on s'était dit qu'on ferait un point là-dessus après l'épisode. Tout simplement, Robb Stark, avant de partir chez les frères, rédige un testament Et il est quand même conscient que ça peut mal se passer, quoi. Il sent bien qu'il n'y a plus d'héritiers, parce que comme Bran et Rickon sont censés être morts, il n'y a plus de frangins disponibles. Et en fait, la seule qui reste, c'est Sansa. Et du coup, à ce moment-là, il se rend compte que comme Sansa épousait Tyrion, si jamais lui meurt, théoriquement, les Lannister peuvent récupérer Winterfell. Et puis il sait qu'il est à la guerre, donc finalement, il peut mourir même. Je pense le personnage ne pense pas aux Noces pourpres, mais il n'empêche qu'il va faire la guerre et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Je vous remets dans le chat. Carreau d'arbalète, une bataille, ça arrive aussi. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a cette pré-intrigue où Robb Stark rédige du coup son testament et dit qui va hériter. On ne sait pas ce qu'il y a de marqué sur ce papier à l'heure actuelle. On pense que c'est Jon, mais on n'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant qu'il rédige le papier, il dit à Catelyn qu'il compte faire de Jon son héritier.
Elle dit que c'est une très mauvaise idée, que tous les gens qui ont légitimé un bâtard s'en sont mordus les doigts, que ça crée une branche annexe. Il y a pas de retour en arrière ça possible. parle peut-être un peu des feux noirs. Ouais, voilà. Après, de toute façon, dans la situation où il est à ce moment-là, de toute façon, à part John, il n'a pas grand monde sous la main d'autre que lui comme héritier potentiel. Parce qu'elle, à un moment dans les bouquins, il lui dit qu'ils ont des cousins éloignés, mais dans les Herriers. Mais bon, il lui dit on va pas aller chercher un noble des Herriers qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Puis bon, en plus, c'est quand même faut remonter assez loin dans l'arbre généalogique Stark en plus pour les retrouver. Donc, à part Rod, je vois pas bien. Mais normalement, il a un bébé en arrière. Enfin, il attend un enfant quand même de sa femme. Ah non, elle est pas enceinte. Moi, il me semblait qu'il était pas au courant que ça arrivait après. Que c'est dans le Fist for Crows que tu apprenais qu'elle était enceinte, tu vois. Mais dans les romans, elle est pas enceinte, Jane. Ah si. Il y a la présomption d'un héritier. Il y a un point de gars. Alors oui, il y a une théorie qui veut qu'elle soit enceinte, mais en tout cas, dans les romans, elle ne dit pas qu'elle est enceinte. Il n'y a aucune annonce de grossesse de sa part dans les romans. Sa mère lui fait boire, on n'en est pas sûr, mais a priori, il lui fait boire un contraceptif, une thé de lune. Parce que sa mère est de mèche avec Tywin en fait, donc elle essaye de... J'ai mis dans le chat un lien sur un article de la garde de nuit sur toute cette histoire de la fraternité et qui résume aussi un peu la... On va pouvoir lire l'histoire de la fraternité, mais du coup, il y a potentiellement un héritier de Robb. Et alors, ça nous amène à parler des choix scénaristiques qui ont été faits dans l'épisode. Le Silure qui part pisser. Oui, pour ça. Alors qu'il n'est pas présent dans les bouquins qui restent justement en arrière-garde à Rive's Edge avec Jane Westrelin, puisqu'il ne s'agit pas de Talisa Maegir, mais de Jane Westrelin, ce qui implique aussi des histoires de politique avec les Terres de l'Ouest, puisque c'est une vassale techniquement de Tywin Lannister qu'épouse Robb. Mais voilà, donc du coup, toute cette histoire du Silure et à mon sens, pour parler des choix d'adaptation, il y a un truc qui est un peu étrange, c'est cette espèce de rétropédalage qu'ils font en saison 6, de dire ce truc-là, on va terminer cet arc scénaristique de Robb Stark en saison 3 avec la mort de Talisa, la mort de leur enfant. Et en saison 6, en fait, comme il faut occuper Jaime et que en fait, sous la main, on a un siège de Rive's Edge qui est écrit par Martin, et en fait, on va quand même faire le siège de Rive's Edge. Et tant pis, le Silure, il tiendra le Rive's Edge au nom de Robb Stark, mais sans la base d'un éventuel héritier, tu vois, ou de la femme de son roi, tu vois. Je pense que le Silure, c'est un peu le même problème que Rickon, à mon avis. Je pense que si les scénaristes avaient eu la main, je pense qu'ils l'auraient viré complètement. Ils l'ont gardé. Bon, après, ils se sont dit dans les bouquins, c'est un personnage badass. Le problème, c'est que dans la série, au final, c'est le mec qui est parti pisser pendant qu'on assassinait son roi, donc c'est tout de suite moins badass. D'ailleurs, personne n'a trop compris, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle que les gens avec qui je regardais la série à ce moment-là, savaient pas du tout qui était ce mec-là en fait. Parce qu'on le voit apparaître, il réapparaît, il disparaît, il parle une saison, il revient, c'est très flou en fait. Quand il revient en saison 6, je pense que la majorité des spectateurs ne savent plus qui il est, de toute façon, ça c'est clair. Mais ça, c'est le syndrome Gendry, c'est pareil, Gendry, il part à la rame en saison... Dans l'épisode d'après. Ok, bah oui, c'est deux personnages qui disparaissent coup sur coup là, pour revenir quand même plus tard, comme des cheveux... Même la fraternité sans bannière, elle disparaît pour revenir en saison 6. Et tu vois, tu sens que là, il y a un manque d'anticipation des scénaristes. Ah oui, clairement. Tu sens qu'ils sont dans le jus, qu'ils sont en train d'adapter le bouquin de Martin en faisant il faut adapter les Noces pourpres. Ok, on écrit les scènes des Noces pourpres, on les écrit bien, machin, tout ça. Mais... il n'y a pas d'anticipation. Il y a vraiment un manque, mais c'est général sur Game of Thrones, un manque de recul. En fait, il ne leur fallait pas, je pense, 1 an entre chaque saison, il fallait peut-être 1 an et demi, 2 ans entre chaque saison pour poser ton scénario à un moment et dire attends, je le laisse végéter 1 mois ou 2, je reviens le lire, et on va voir. Est-ce que c'est toujours intéressant par rapport à la suite, etc. Mais c'est un syndrome de série télé, on va dire, un peu classique, quoi. Mais, le problème, c'est qu'ils ne s'interrogent pas en fait, sur les éléments qu'ils mettent. Est-ce que ça va nous servir plus tard? Si oui, comment? En fait, j'ai l'impression que le concept du fusil de Tchekhov, à mon avis, ils l'ont pas. Je pense qu'ils ont pas. Ils l'ont, mais à chaque épisode, tu vois. C'est dans l'épisode, c'est dans l'épisode, tu vois. Si tu mets 15 fusils de Tchekhov par épisode, c'est qu'il y en a beaucoup trop. T'es pas censé en mettre autant, normalement. Mais... Et non, le problème, c'est qu'ils n'ont aucun recul sur le temps long. Après, je pense qu'à ce moment-là, qu'en saison 3, ils y croyaient peut-être déjà plus. Non, si, en saison 3, ils espéraient encore que Martin sortirait la suite, quand même. Tu crois qu'ils y croyaient déjà? Parce que le problème, c'est qu'ils étaient persuadés. Si, parce que Martin, à cette époque-là, il faisait quand même...
C'est vrai que lui-même, il y croyait. On était en quoi? On était en 2014, peut-être, un truc comme ça. Saison 3, 2013, je crois. 2011, 2012, 2013, on devait être en 2013. Et du coup, 2013, c'était, tu vois, Martin, il croyait dur comme fer que là, il venait de sortir de Dance with Dragons, il croyait dur comme fer que dans les 5 ans, il allait sortir la suite. En fait, clairement, le péché originel, il est là. Et en fait, c'est vrai que du coup, Game of Thrones, au final, c'est quand même un objet télévisuel et littéraire un peu unique, parce que le truc, c'est que voilà, en fait, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir coller au roman jusqu'au bout, et en fait, la série a dépassé les romans. Le problème, c'est que comme ils n'avaient pas anticipé ça, ils n'ont pas fait les coups qu'ils auraient dû faire avant. Ils ont essayé de les faire après, mais à un moment où c'était trop tard, à mon avis. Et du coup, ils se retrouvent avec ce truc un peu bancal, un peu bâtard. Ce qui est franchement dommage, parce que je pense qu'il y avait moyen. Je pense qu'il y avait des scénaristes qui étaient plutôt bons. Je pense parce qu'il y a quelques choix qui font à certains moments qui sont bons. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu une vision d'ensemble sur toutes les saisons, et qu'ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau en mode bon, faut qu'on vire des trucs qu'on a gardés, qu'on aurait dû virer plus tôt. Et ça s'est payé sur les derniers. C'est un problème qu'ils n'ont pas su gérer, c'est enlever des personnages autres qu'en les faisant mourir de façon absurde dans des moments qui n'existent pas. Ouais, et puis le problème, c'est qu'ils ont eu un truc, c'est que ces personnages, ils les ont introduits, il fallait bien en faire quelque chose, tu vois. Tu peux pas dire... Tu peux pas fermer complètement l'arc scénaristique. Tu vois, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Talisa Maegir en disant on va la buter avec le bébé. Bon, on va la buter avec le bébé, c'est vraiment le truc. On veut en faire plus, on veut que ce soit encore plus triste, on veut que ce soit encore plus horrible. Mais sur le truc, on va terminer l'arc scénaristique de Robb, ils allaient par là. Mais pourquoi Bryndon sort pisser? Dans ce cas-là, tu fais mourir Bryndon avec les autres et puis on n'en parle plus. Pourquoi? Et Mur, tu le laisses végéter dans une cellule, et puis s'il faut le ressortir en saison 7, quand Valder Frey est mort, et que... pourquoi Arya ne se pointerait pas, tu vois, à ce moment-là, avec Mur, quand elle a tué Valder Frey en saison 7, elle a récupéré le mur, elle va à Winterfell, tu vois. Et on se retrouve avec une espèce de cohérence, du coup, qui existe. Mais... Ils sont un peu trop vache sacrée, en fait, du texte, à ce moment-là. Après, c'est pareil, ça doit pas être évident, vu que Martin, sur ces saisons-là, il est quand même présent. Alors, certes, il n'est pas derrière eux tous les épisodes, mais physiquement, il est quand même présent un peu sur les plateaux. Il leur écrit un épisode chaque saison. Il est sur le point de se retirer, puisque il va dire, à partir de la saison suivante, donc le prochain épisode qui sera commenté, la saison 4, ce sera l'épisode écrit par Martin, qui est la mort de Joff, donc le lion et la rose. Il y a un point de bascule, justement, à ce moment-là, où Martin dit « je m'en vais », et dans l'épisode suivant, tu as... Le final de l'épisode d'après, l'épisode écrit par Martin, c'est le bébé dans le royaume des glaces avec les autres, tu vois. Donc là, il y a déjà des choix qu'ils ont fait que Martin n'aurait probablement pas approuvé s'il n'avait pas dit « Ok, maintenant c'est vous, démerdez-vous », quoi, tu vois. Après, je vais écrire Win of Winter et c'est parti. Bon, finalement, non, à un type qui est présent physiquement, c'est son bébé, c'est ses romans. Oui, c'est ça. Ils ont dû, voilà, à mon avis, sur les 3 premières saisons, ils n'osent pas lui dire faudrait faire ci, faudrait faire ces couples-là. Ce qui est en plus très étonnant, parce que comme Martin a à la base une formation scénariste télé, c'est des choses qu'il peut comprendre, je pense, tu vois. Voilà, c'est un peu bizarre que du coup ils n'aient pas réussi à trouver un terrain d'entente sur ce sujet-là. En fait. Après, on n'y était pas, donc on ne sait pas trop. Oui, c'est ça. Mais c'est bizarre, vu la formation d'origine de George Martin, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu plus de terrain d'entente de ce point de vue-là, sur le travail d'adaptation, justement. C'est un peu étrange, quand même. Mais du coup, voilà, ça donne ces espèces de choix en demi-teinte, et sur les choix, les moments où ils vont vraiment trancher, il y en a un quand même, par rapport au Noce Pourpre, c'est la non-réincarnation de Kathleen Stark en Les 10 Cœurs de Pierre. Encore que, mais ça c'est pareil, j'ai toujours eu un doute sur le sujet, parce qu'il y a eu un moment où il faisait un peu du teasing, on ne savait pas trop. Bon, après, il y avait un peu un emballement des spectateurs aussi, des lecteurs qui y croyaient. Mais c'est pareil. Tu veux parler du post Instagram de Lena Headey avec le caillou en forme de cœur avec marqué Game of Thrones dessus. Un emballement là-dessus, où les fans étaient dit si, ils vont nous mettre les 10 cœurs de pierre, et bon, en fait, non. Mais clairement,
Oui, les 10 cœurs de pierre, de toute façon, à partir du moment où ils font déjà des différences énormes sur la fraternité sans bannière, sur Talissa, sur John Westman, sur les Richie et les Rob, honnêtement, pour le coup, ils ont eu raison de la virer. Ça ne sert à rien de la garder pour nous rajouter des trucs qui n'auraient débouché sur rien du tout. Ou alors, si vraiment ils voulaient la garder, il fallait qu'ils reviennent et faire des saisons plus longues. Parce que si tu veux intégrer tout ça, fallait rallonger les saisons dans ce cas-là, comme c'était pas le choix. Mais les cœurs de pierre aurait pu donner un sens à la fraternité, parce que la fraternité sans elle, dans les saisons qui suivent, a plus trop on a quand même un sens à la fraternité dans la série. Non, parce que la fraternité, elle est en mode pause au milieu de la saison 3, et elle se réactive en saison 6 quand il faut faire revenir Sandor Clegane. Oui. Ouais. Et elle a quand même un sens, on va dire, dans la mythologie de la série, c'est qu'elle sert à expliquer la réincarnation via les prêtres rouges, machin, pour pouvoir alors nous ramener John plus tard avec l'intervention de Mélisande. Et puis, au final, ça pour le coup, tu vois quand même, il l'avait anticipé, parce que l'échange qu'elle a dans la forêt avec Arya, où en fait elle lui dit qu'elles vont se revoir à un moment important. Alors, ouais, ça, avec l'histoire des yeux bleus là, ouais. Ça, je sais pas à quel point c'est quand même pas. Si aujourd'hui ils déguisent pas ça en communication, en bricolage. Mais franchement, ça m'a vraiment donné l'illusion d'un raccrochage aux branches. Quand les mecs en interview ils te disent, mais si au fait dans le dialogue de cette saison, on vous a dit les yeux bleus, c'était par rapport à ça, parce que. Enfin, tu vois, c'est. Aux branches, je te l'accorde, mais au moins. Ça te donne quand même l'impression, au moins, qu'il y a une certaine continuité dans la mythologie, on va dire, de la série. Alors après, on est d'accord, c'est mal fait, c'est pas subtil pour un sou, mais bon, au moins surtout qu'ils ont eu l'air de dire qu'ils avaient décidé de la fin du Roi de la Nuit et de toute l'intrigue du Roi de la Nuit en saison 4. Donc tu me dis, cette scène-là, elle intervient en saison 3. C'est quand même du raccrochage, ça peut pas être autre chose. Au moins, ils se sont souvenus, ah les gars, en saison 3, on avait fait ça, bon, il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on va faire après. Au moins là-dessus, on peut dire qu'ils ont essayé d'être cohérents, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a des moments où, clairement, la cohérence, ils l'ont envoyé balader. Au moins là-dessus, même si c'est mal fait. Après, c'est pareil, le Roi de la Nuit, comme tu dis, la saison 4, dès que Martin part, on bascule dans cette scène avec Dark Maul dans sa tour de glace, qui sacrifie des bébés les nuits de pleine lune. Enfin, forcément, on partait de loin pour rattraper le Roi de la Nuit. Et ça, ouais, c'est sûr, ils ont complètement basculé vers autre chose. Hein. Bon, on va laisser peut-être tout ce qui est intrigue du Roi de la Nuit à ceux qui auront l'occasion de commenter l'épisode sur Durlieu, peut-être, ou même pour les discussions sur la saison 8 qui sont à venir quand même dans le planning de visionnage. Ceux qui avaient vu la série et qui auraient lu les bouquins après, c'est clair que là, on a beaucoup de différences en fait, qui commencent à varier. Et c'est vrai que là, je vous conseille la lecture de l'article du coup sur la confrérie sans bannière et justement sur les plans de Lady Cœur de Pierre, sur ce qu'elle veut en faire après. En gros, si on devait faire un peu de teasing, la réponse des Noces pourpres est sur le point d'arriver dans les bouquins. Il y a probablement un truc qui est en train de se monter pour répondre aux Noces pourpres avec la fraternité sans bannière et les liqueurs de pierre dans les livres. Ça concerne Divzeg, donc on n'a pas fini, on n'a pas clos ce chapitre-là. Alors peut-être que c'est juste des spéculations de fans, mais si c'est juste ça et que ça vous permet de relire des livres et d'y trouver du plaisir, c'est pas mal. En l'occurrence, c'est peut-être spéculation, mais en l'occurrence, il y a beaucoup d'indices quand même dans les textes. Beaucoup cette théorie-là, elle est quand même vachement... Elle est assez speed. Oui, on est sur plus que beaucoup là. On est plus que sur de la théorie, je pense. Après, bon, on verra. Après, ceci dit, ce serait pas la première fois que Martin nous enverrait sur une fausse piste en nous mettant des éléments, nous faisant croire que, et puis en fait, non. Mais là, pour le coup, sur cette théorie-là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments disséminés dans des chapitres avec Jenny pour qu'il se passe pas quelque chose. Derrière, pour le coup, ce serait dommage, mais bon. Je vais remettre le lien pour ceux qui l'ont sauté ou zappé. Et remets le lien aussi pour le vote, pour aller voter pour la suite des épisodes. Pour l'instant, a priori, ce qui se déclencherait pour la suite de la programmation du visionnage, ce serait Durlieu pour le Lion et la Rose la semaine prochaine. Si on arrive à trouver quelqu'un pour héberger la session. Donc le mariage de Geoffrey, Durlieu la semaine suivante. Après on arrive en saison 6, donc Badaboum, le septuaire, Ramin Djawadi au top et compagnie, fin de saison 6, du coup de l'épisode 10. Après on irait sur la saison 7, on serait sur les butins de guerre, donc l'épisode de la bataille sur la route,
que Corondar aimerait beaucoup commenter. Meilleure bataille de la série, c'est celle-là pour moi. Mais bon. Voilà. Et saison 8, on serait sur l'épisode 2, à Chevalier des 7 couronnes, donc l'adoubement de Brienne, a priori. Voilà. Donc c'est cette espèce de pré-bataille. Du coup. Ce qu'il y a de mieux dans la dernière saison aussi, à mon sens. L'adoubement de Brienne. On fait peut-être un point sur le Bingot avant de se quitter. Pourquoi pas. Ça serait pas mal de faire un retour. Est-ce que quelqu'un l'a sous les yeux, un de vous deux? Moi, je l'ai sous les yeux, oui. Moi, j'ai vu. Eh ben vas-y, qu'est-ce qui a été coché? On a un peu mal pour ça. Alors, tu ne sais rien de Jon Snow, on a eu Ygritte et Jon Snow, donc je pense qu'on peut le... Alors, on a eu Ygritte et Jon Snow, on lui a pas dit tu ne sais rien. Mais le tu ne sais rien, je crois qu'il est dans l'épisode d'après. Dans l'épisode d'après, oui. Oh, c'est la saison 3, ça compte. Stannis, c'est le seul vrai roi. Alors celui-là, il compte tout le temps, de toute façon. Genre, cochez-le tout le temps. Moi, je suis pas d'accord. Mais bon, après, on va l'accorder. Ça va être comme Jamie. Alors, attends. J'ai une solution pour toi. Tu vois, je peux te masquer quand tu dis des bêtises. C'est ça qui est l'avantage de... Quelqu'un par Aesos au nord du mur. Celui-là, on l'a pas eu. Un caméo sauvage, on l'a eu. Quelqu'un par au nord du mur, on a Bran qui part vers le nord du mur. Moi, je compte comme un petit point quand même. Ouais. Il part, mais il est pas encore. Non, mais il a pris la décision de passer le mur. Ouais, mais bon. Moi, je la coche cette case-là quand quelqu'un traverse réellement le mur. L'épisode d'après. Voilà, c'est ça. Le caméo, du coup, dans les musiciens, celui-là, on l'a eu. Ouais, celui-là, on l'a eu, ouais. C'est pas comme dans les livres, on l'aura toujours, ça c'est la case bonus. Hein. On l'aura peut-être même de plus en plus. On pourrait faire une case entière, juste un loup. Oui, on a vu des loups et c'est vrai qu'en fait on les voit beaucoup moins par la suite. Problème d'effets spéciaux. On a vu 3, hein. Je crois qu'on voit Vangry était ça y était. Ouais. Et je pense que depuis le premier épisode de la saison 1, on n'a pas eu autant de loups à l'écran dans le même épisode. Je crois, en effet. Autant de loups différents, je veux dire. Quelqu'un boit pour oublier, il y a Baristan qui boit un moment pendant la bataille. Qui picole un peu pour oublier qu'il y est pas. Quoi. Dans les livres, il est envoyé, je crois, il passe aussi par les égouts pour aller prendre la ville. Oui, il fait partie du commando. Oui, il fait partie du commando. Et si je dis pas de bêtises, la révélation comme quoi c'est Baristan arrive après ce moment-là. Oui. Il me semble. Hein. Parce qu'il y a des histoires de trahison avec Mormont et tout ça, il y a un truc. Ça arrive vers ce moment-là. Oui, c'est à ce moment-là que la vérité. Alors oui, c'est pas la bonne ville, comme on dit dans le chat. Oui, c'est pas la bonne ville, mais bon, pour les problèmes de la narration. Oui. Voilà. Bon, je leur pardonne d'avoir. Ce qui est intéressant dans les livres, c'est qu'il a déjà passé par les égouts pour du Scandale, quand dans sa jeunesse, pour aller sauver le roi. Et là, il refait le même, en fait. Il refait un peu la même affaire, mais cette fois-ci pour sauver certains, pour prendre la ville. Sauf qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il ne sauve pas ce roi-là, mais bon, ça, il faut pas. Son serment l'obligeait. Il n'y a pas d'ordre dans l'épisode, non, et c'est une bonne nouvelle, mais il n'y a pas d'ordre dans la série, de façon générale, d'ordre n'existe pas. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'ordre. Il va exister qu'à la prochaine saison. À la prochaine épisode, on pourra cocher cette case. Il y aura Pedro Pascal. Voilà. La seule belle chose qui soit arrivée à Dorne, c'est Pedro Pascal. Il y a aussi l'actrice de Rome, comment elle s'appelle? J'ai plus son nom, mais. Ah oui. Qui joue Elaria, du coup. Oui, qui joue très bonne actrice aussi. L'actrice est bonne. Bon, ce qui font du personnage est un peu. Voilà. Alexander Zidek aussi, c'est une bonne chose qu'il soit arrivé à Dorne. Pas comme ça, mais c'est une bonne chose. Non, mais les acteurs sont toujours bien. Hein. C'est pas ça le problème. Oh, pas toujours, Ezra. Il y a certains acteurs qui sont pas toujours bien. Bon, on va pas partir pour une heure. S'il te plaît. Mais bon. Cette exposition, on n'a pas eu. Rébellion de Robert, on n'a pas eu. James qui fait un truc Rébellion classe. de Robert, on en a parlé. Comment? On en a parlé avec le générique. En fait, tu peux cocher la case à chaque générique. Oui, c'est vrai. Oui, le générique peut compter, d'accord. James fait un truc classe, non, mais il existe. Donc il est classe. Quoique, indirectement, il envoie ses salutations. Ses sentiments distingués à Rob à la fin. De toute façon, le fait que son personnage existe suffit à cocher la case, je pense. On a parlé de Ruiza, donc ça compte. Voilà. On fait exprès de cocher le maximum de cases quand même. Hein, un des Twitchers picole, non. Ça a dû arriver. Ça va pas arriver. Pas moi aujourd'hui, exceptionnellement. Mais... J'étais là pour ça. Une arbalète, oui, et ça, il y en a eu, même surtout sur un loup. Ça, je m'en remets toujours pas. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux.
Des personnages mignons, bah oui, il y a toujours Recon, ça marche. Je suis pas d'accord avec ce point, mais pourquoi pas. Moi, je la cocherai pas. Mais... Pour le coup, personnage mignon, moi j'insiste, avec Richard Madden, on perd quand même, à mon sens, le plus mignon de ce début de série. Bon, sur les 3 premières saisons, c'était lui mon chouchou. Je le trouvais le mieux de toute la 8 saisons, hein, je pense. Alors là, bah non, parce que c'est bon, alors là c'est mes goûts personnels. Non, bon, j'ai beaucoup aimé Michel Wiesman à partir de la saison prochaine. Mais oui, sur ce début de série, on perd Richard Madden, c'est fort dommage quand même. Une devise ou un dicton, je sais pas bien si on en a. J'ai un doute. Ça dépend si tu comptes le Wedding Needs a Bedding de Rusar, de David Bradley, de Val d'Orfray, qui fait vachement dicton quand même. Hein, mais... On n'a pas de dicton familial. Ouais, c'est ça. Ça peut compter comme un dicton. Non, il n'y a pas eu de dicton familiaux. Ouais. Non. Il n'y a même pas eu un Fire and Blood. Même pas. Non, même pas. Pourtant, il y avait de quoi juste avant le départ du commando, mais... Non, rien. Alors on me dit Lannister send their regards, c'est pas vraiment un dicton, c'est plus une formule de politesse mal employée finalement. Ah, c'est la formule employée par Jaime c'est Jaime qui dit ça à Roose Bolton, qui le redit à Robb Stark, mais c'est absolument pas une devise. Et d'ailleurs, au final, à cause de ça, en plus, Jaime se retrouve mêlé à tout ça, alors qu'au final, bon, lui n'a rien magouillé pour organiser les Nospo. Oui. Et d'ailleurs, on en parle c'est Catelyn réincarnée en cœur de pierre qui en veut énormément à Jaime alors qu'il a rien fait. Enfin, oui, non, lui, il a rien magouillé, il a pas envoyé de corbeau. D'ailleurs, quand les Nospo se passent, il est aussi surpris. Il a pas au courant, oui. Il est sur la route, hein, de toute façon, lui. Oui. Non, quand il... d'ailleurs, ça c'est pareil, c'est toujours l'éternel débat sur les Nospo, parce que oui, c'est mal, ça enfreint toutes les lois élémentaires, mais bon, c'est vrai que quelque part... La position défendue par Tywin, alors je sais pas si elle est explicitée comme telle dans le bouquin, je me souviens pas, mais telle qu'elle est explicitée dans l'épisode suivant en disant est-ce qu'il vaut mieux assassiner 10 invités à un mariage ou 10 000 personnes sur le champ de bataille. Bon, même s'il se sert de cet argument à des fins d'ambition familiale, c'est un argument qui peut s'entendre. Non, c'est le point de vue qui est adopté en fait. Et qu'il égorge un peu plus que 10 personnes, parce qu'on égorge aussi les soldats dans les tentes, enfin bon, donc c'est un peu plus. Mais c'est vrai que là où il n'a pas tort, c'est que oui, au final, ça abrège la guerre, ça évite peut-être des pillages, des viols et d'autres batailles plus longues et plus loin. On a le point de vue des Stark, et du coup, ça fait mal de voir les Stark se faire assassiner les uns après les autres. Mais du point de vue de Tywin, lui, ce qu'il fait est totalement cohérent, en fait. Il sauve sa famille, il gagne la guerre. De corbeau avec 2 lettres en fait, donc là où on a un petit doute d'ailleurs sur ça dans les bouquins, c'est qui a réellement initié le truc en premier. On ne sait pas si c'est si c'est Frey Bolton qui ont fait la proposition à Tywin ou si c'est Tywin qui a demandé à Bolton Frey quoi. Parce que c'est un peu on ne sait pas trop qui est le premier, qui contacte qui en premier. Parce que c'est pareil dans la boucle, t'as aussi, enfin dans les romans, dans la série non, mais t'as aussi les Westrelins, l'épicier, belle maman. La mère est au courant et c'est pour ça qu'elle donne du thé de lune à sa fille, pour pas qu'il y ait d'héritier justement de Robb. Parce qu'a priori, c'est eux qui balancent aussi les mouvements de Robb, qu'il a été blessé. Enfin bref. Donc bon, on ne sait pas trop qui a commencé ce petit jeu, mais oui, il y a plusieurs personnes. Je suis pas sûr que Tywin soit forcément le premier responsable de l'organisation de tout ça. Hein. Je pense que les autres sont suffisamment crapuleux pour lui avoir dit coucou, on a quelque chose pour toi, regarde, est-ce que ça t'intéresse? Je pense que Roose et Valder ont dû conspirer, proposer le plan à Tywin. Tywin a dû dire oui, c'est pas mal, je valide, et voilà. Je pense que ça a dû se passer comme ça. Mais bon, il y a un doute, faut pas être sûr non plus. Il y a un doute dans le livre, et il restera encore longtemps, parce que finalement, Tywin n'est plus là. Ouais, Tywin après, il reste encore, on peut encore avoir un aveu de Roose ou de Valder Frey. Ouais, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on le... On verra. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près du sujet de l'épisode. Je sais pas si... On a terminé le bingo, du coup, c'était la dernière. Il restait 2-3 cases, mais qu'on n'a pas coché, du coup. Ok. Bon, il doit plus nous rester grand-chose. On n'a pas fait d'imitation et la musique est cool, elle est toujours plus ou moins cool, mais dans cet épisode-là, je pense pas qu'il y ait eu de musique particulièrement
marquant. Bah non. Si je vais dire un truc sur la musique à titre personnel, c'est que je suis énormément déçu que les versions acoustiques qui servent dans tous les mariages, les versions, on va dire, folk médiéval de La Belle et l'Ours et des Pluies de Castamere qui sont proposées en fait à chaque fois en fond, en ambiance sonore, ne soient pas sorties un jour, parce que je les trouve assez chouettes et c'est dommage. Voilà. C'est étonnant qu'elle soit pas sortie du coup. C'est vrai qu'au niveau. La BO de la saison 3 à ce titre-là est hyper pauvre. Genre, à un moment, t'as l'impression qu'ils essayent de combler. Genre, Ramin Djawadi, il a mis j'ai enregistré le thème sur une guitare sèche, alors du coup. Ouais, non, voilà. c'est étonnant qu'ils aient pas sorti, qu'ils aient pas rattrapé cette lacune entre temps depuis. Ouais. Voilà. Du coup, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais si un jour, qui sait, ils font un coffret collector des BO, peut-être que ça apparaîtra, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On va attendre encore, mais là, avec le temps qui passe. On sait jamais. Il y aura peut-être un anniversaire à fêter un moment avec. Ils feront un coffret de média collector pour les 20 ans. C'est marrant parce que ça se fait beaucoup. Voilà, je dévie un peu du sujet, mais Hans Zimmer, du coup, qui fait partie de la même boîte que Ramin Djawadi, publie. Maintenant, il l'a fait pour. Bon, alors pas pour ses meilleurs films. Hein, il l'a fait pour Wonder Woman 84 et zut. X-Men Dark Phoenix, il a publié ses... Tu nous sors les meilleurs, en effet. Non, mais c'est pas de ma faute, il a commencé à faire ça avec X-Men Dark Phoenix. En fait, il publie un album de ses versions de travail. D'accord. Du coup, avec des versions alternatives de ce qu'il a composé. Donc, peut-être un jour, Djawadi fera ça, quoi. Parce que, bon, pour le coup, la carrière de Hans Zimmer... Enfin, moi, je suis très fan de Hans Zimmer, personnellement, j'aime beaucoup ses musiques. Je crois qu'il l'a fait pour Interstellar quand même. Donc, du coup, j'avais vu le concert qu'il avait fait avec les musiques des films qu'il avait composés, j'avais vachement aimé. Djawadi était l'élève, enfin il était dans le même, c'était un des élèves de Hans Zimmer. Ah oui, ils ont même la même façon de composer. Ils composent tous les deux à la guitare la musique. Après, si je dis pas de bêtises, je crois que Hans Zimmer est aussi un des premiers à avoir reconnu qu'il utilisait des plumes pour écrire une partie de ses BO. Et Djawadi du coup devait faire partie de ces plumes en fait qui écrivaient en son nom. Bah, disons que mais de la même façon que maintenant Djawadi a ses plumes à lui. Hein. Oui, parce que genre il y a la musique de son la musique de Pacific Rim The Black qui est sortie sur Netflix. L'animé dans l'univers de Pacific Rim, c'est Djawadi qui a fait la musique de Pacific Rim, mais c'est du coup son second couteau à lui qui a fait la musique de Pacific Rim The Black. Du coup, il y a une cohérence, mais tu te dis ah oui, non, peut-être que lui, en fait, il a eu plus d'influence sur le score de Djawadi que ce qu'on pense, quoi. Et c'est vrai qu'Hans Zimmer avait eu l'honnêteté de reconnaître qu'en effet, c'était pas toujours lui qui composait tout et qu'il n'avait pas forcément le temps de composer tout ce qu'on lui demandait. Tu peux pas composer 4 BO par an de 2 heures. Alors, c'est pas possible. Quand on t'en demande autant, quand t'es... en faisant des tubes. Voilà. Quand t'es Hans Zimmer ou John Williams, on te demande trop souvent, donc tu peux pas être partout à la fois, quoi. Enfin voilà, c'était le point musique, pour compléter le point musique du Bingot. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Après, je sais pas si mais je pense qu'on a déjà pas mal... Oui, puis on commence à arriver à plus d'1 heure et demie d'émission. De live. Voilà, ça va peut-être être le moment d'aller manger. De se dire au revoir. Pour ceux qui ont encore de l'appétit après avoir vu un massacre de bébés en direct. Ouais, voilà. N'oubliez pas d'aller voter pour les prochains épisodes. Je le redis une dernière fois. Je remets une fois le lien. Et puis on se retrouvera du coup pour l'épisode du mariage de Geoffrey dans la saison 4. Voilà, pour la vengeance, le retour. Ouais, c'est ça. Pour ce moment d'espoir une fois que tu as passé les noces. Voilà. C'est pour ça qu'il faut jamais, si jamais vous avez des copains qui s'arrêtent aux noces pour, dites-leur toujours de continuer au moins 100 pages après. C'est vrai. Et là, tu vois s'ils vont continuer ou pas, parce que ce petit moment jouissif pour la mort de Geoffrey. Tu rates le moment délicieux. C'est ça. Enfin, ce qui en dit long aussi sur quand même ce que fait de nous cette histoire, parce qu'au final, on est heureux de la mort d'un ado Oui, c'est une mort horrible. Qui est un connard, mais quand même, ça reste un ado de 13-14 ans quand même. Mais bon, c'est un autre débat. Bon, ouais, sur ces de bonnes paroles. Pouvoir un ado de 13-14 ans. Vous avez 2 heures. En tout cas, bonne soirée. Hein, du coup, bonne soirée, ouais. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.